Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de votre magazine d'information NCI 360 au cœur du décryptage de l'actualité de la semaine. Semaine qui a démarré avec la fin de la célébration des 75 ans du PDCI-RDA. Cette semaine aussi, nos hommes politiques ont accordé plusieurs interviews à nos confrères, interviews notamment de Laurent Gbagbo et de Pascal Affi-N'Guessan que nous décrypterons. En fin d'émission, nos analystes se prononceront sur la sortie du porte-parole du gouvernement concernant la condamnation par la justice ivoirienne de l'ex-président ivoirien. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau ce soir, Dr Anis Cézran. Il est enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Arnaud Goyi, il est juriste et président de la Garde citoyenne. Ambroise Tiettier, il est journaliste éditorialiste. Dr Arthur Banga, historien, analyste politique. Guillaume Bateau, journaliste, secrétaire général du SYNAPSI. Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Et enfin, Dr Nyaka Lagoke, qui est enseignant spécialiste du panafricanisme, qui nous rejoindra en duplex des États-Unis. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, la fin de la célébration des 75 ans du PDCI, vous vous en souvenez, les festivités avaient démarré en avril et les dirigeants du parti avaient insisté sur la nécessité de remettre en cause le fonctionnement des instances dirigeantes. Lors de son discours de clôture, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a engagé ses militants à préserver la cohésion du parti pour relever efficacement les défis futurs. On en parle avec Pierre Dipomelin et Mathurin Badé, on en parle juste après. La vie du parti examinée au cours du colloque scientifique, dernière étape de la célébration du 75e anniversaire du PDCI-RDA. Les maîtres mots sont solidarité, cohésion interne du parti, reconquête du pouvoir en 2025 et le cap de 2046, date qui marque le centenaire du vieux parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Des motions de soutien au président Henri Konan Bédié ont été lues par différentes franges des forces vives du parti. Le président du PDCI a à son tour réaffirmé son engagement et invité ses militants à préserver la discipline et la cohésion du parti. Il est vrai que les grandes victoires sont le fruit d'une organisation et des ressources adéquates. Il est aussi vrai que la détermination, la volonté, la solidarité sont les facteurs clés du succès. Je veux donc vous appeler tous à la cohésion, au dialogue, à la solidarité dans toutes nos actions internes et externes. Je vais vous encourager de tout mon cœur pour réaliser ensemble nos ambitions pour la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur moi pour donner toute mon énergie à la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. La célébration du 75e anniversaire du PDCI-RDA a pris fin par un colloque scientifique qui s'est déroulé du 15 au 18 octobre 2021. Plusieurs partis alliés de l'opposition sont venus apporter leur soutien. Monsieur, le PDCI-RDA qui se prépare à une réorganisation en interne de fond en comble, si on entend bien Henri Konan Bédié, en vue de la présidentielle de 2025. Commentaire ? Après 75 années de vie sur la scène politique en Côte d'Ivoire, dont les 30 ou 40 premières sans partage de la gestion du pouvoir d'État, aujourd'hui le parti est à la croisée des chemins. C'est le cas de le dire Arthur Banga. Oui, mais déjà, faut saluer la performance. 75 ans d'existence et être encore parmi les partis les plus importants du pays, c'est une belle performance. Quand on voit aujourd'hui que certains partis ont vécu 15 ans ou d'autres sont en train de se chercher, c'est déjà ça la performance. Après ça, il y a du bon et du moins bon. Moi, je pense que dans l'analyse de la situation, le PDC a manqué de faire une analyse de sa stratégie. Et ça, on ne le voit ni dans le colloque,
ni dans les communications qui ont été faites dans les séminaires, ni dans la communication d'Henri Konan Bédié. C'est bien de parler de l'avenir, mais en parlant de l'avenir, le PDCI doit s'asseoir sur son passé, pas que sur son passé glorieux, comme il aime tant le rappeler, mais analyser qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2020. Comment un parti qui prépare les élections ne s'y retrouve pas? Arthur Banga, un parti comme le PDCI-RDA fait certainement ces analyses là. On ne les voit pas, on ne les a pas vues, on les a pas entendues. Les résolutions sont gardées en interne. Bon, moi je pense que de la même manière ils ont annoncé, je commence par le moins bon, et je pense qu'une analyse claire de la situation n'a pas été faite. Et donc, on ne sait pas, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de dire là on a déconné, là on a réussi, on ne l'a pas entendu. Deuxième chose, il y a des choses qu'on entend depuis longtemps. Quand on parle de communication au sein du PDCI, quand on parle de place des jeunes et des femmes, c'est des choses qu'on entend depuis longtemps. Il est maintenant temps de mettre ces choses en pratique. En revanche, il y a des choses qui ont été intéressantes à mon sens. Ce comité chargé de regarder les lois électorales, c'est-à-dire enfin, contrairement à 2020, le PDCI prend conscience vraiment de l'importance de préparer réellement une élection en regardant déjà dès aujourd'hui quelles sont les faiblesses qu'on peut avoir dans ces lois et les porter sur le débat national. Deuxième chose qui est intéressante par rapport à 2020, c'est aussi vouloir faire inscrire les militants sur les listes électorales, ça c'est très bien. Après, l'annonce du congrès, c'est aussi une bonne chose parce que le congrès, les militants l'attendent depuis 2018. On avait prévu un congrès au lendemain des élections, on va l'attendre en 2022, j'espère que ça ne sera pas fin 2022. Et puis, il y a une grande question, c'est aujourd'hui Henri Konan Bédié, ça c'est une question qui n'a pas été abordée. Est-ce qu'elle sera abordée par ce congrès? Quel est son rôle? Quel est l'avenir? Parce qu'en 2025, Henri Konan Bédié aura 91 ans. Et aujourd'hui, quand on l'entend, on voit combien il peine à parler. Quel rôle il aura? Visiblement, au sein du PDCI-RDA, l'âge d'Henri Konan Bédié n'a pas un problème. Si, quand on a entendu les déclarations de Billon, quand on a entendu beaucoup de déclarations, il y a un problème. Sur le cas Billon, après, on nous a dit qu'il allait demander pardon. Non, faut pas l'oublier. Billon n'a pas... écoutez bien la déclaration de Billon. Billon n'a pas renoncé à ses engagements. Il a dit si dans mes propos, vous êtes senti choqué, insulté, je m'en excuse, c'était pas mon intention. Mais en aucun moment... Jean-Luc Billon a renoncé à 2025 et moi, j'espère vraiment qu'il ne renoncera pas à 2025. Je le recevrai jeudi dans Sans Réserve, il nous en dira plus. D'accord. Arnaud Goï, écoutez, comment vous réagissez tout de suite? Écoutez, je ne crois pas vraiment que un colloque scientifique soit le lieu de débattre de la pertinence de la présence du président ou pas, de son âge, etc. Je ne pense pas que ce soit le lieu de débattre. Mais en revanche, il ressort de ce colloque un certain nombre de points que nous avons relevés. Il y a la volonté de changer la communication du parti. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est 5 milliards de personnes sur Internet. En Côte d'Ivoire, on a 12 millions de personnes qui utilisent Internet, un peu plus de 5,9 millions de personnes sur les réseaux sociaux, 5,4 millions de personnes sur Facebook. Il est clair que la population aujourd'hui, par exemple, est de plus en plus connectée, s'informe davantage sur Internet. Et donc, la communication d'hier du PDCI ne peut pas être la communication d'aujourd'hui. Et j'ai entendu dans le discours du président que la communication serait un des points stratégiques à reformer. J'ai également entendu qu'il faut faire beaucoup plus de place aux jeunes. Et là, je rejoins Arthur Banga parce qu'on entend régulièrement ces discours dans les différents partis politiques, mais il y a très souvent peu d'actions après pour responsabiliser les jeunes. Et puis après, on attend véritablement que le PDCI se positionne comme ce grand parti qu'il est. N'oublions pas que le PDCI a perdu le pouvoir depuis 1999. Le PDCI n'a pas été présent aux élections de 2015 parce qu'ils étaient en alliance, aux élections de 2020 parce que le candidat finalement s'est retiré. Donc ce sont de grandes périodes électorales qu'ont raté le PDCI qui aujourd'hui se doit de reconquérir le pouvoir. C'est en tout cas l'ambition qui a été affichée, quitte à voir si la stratégie mise en place par le parti portera ses fruits. Et si j'entends bien ce que vous dites, pour atteindre cet objectif d'arriver au pouvoir en 2025, il faut responsabiliser les jeunes davantage, il faut une montée en puissance des jeunes. C'est ce que vous partagez aussi, Dr Zran? Tout à fait, merci Ali. Je pense que et le PDCI commence à le faire très bien, il faut le reconnaître quand même. Il fut une période où PDCI s'arrimait avec VS, PDCI s'arrimait avec l'ancienne époque, s'arrimait avec l'ancien temps. Aujourd'hui, des jeunes donc n'ont plus de complexe à dire je suis PDCI, j'assume. De plus en plus avec ce qu'il y a, on a entendu la marée verte, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, donc ça montre quand même que le PDCI a fait des efforts aidants pour décomplexer
des jeunes qui aujourd'hui peuvent appartenir au PDCI. Deuxième chose, c'est le parti, à mon avis, peut-être que mon analyse peut être biaisée, mais c'est le parti que je peux juger moins clivant. C'est-à-dire que vous pouvez être au RDR, vous pouvez revenir au PDCI, vous pouvez être au FPI ou au PPACI, vous pouvez revenir au PDCI. Ça ne pose pas les mêmes problèmes que être au RHDP et revenir au PPACI ou être au PPACI, aller au RHDP. C'est pas forcément un avantage. Oui, pas forcément un avantage, je vous comprends, mais le PDCI est le parti où vous pouvez y aller et ça ne crée pas... Enfin, ça ne va pas susciter... Quand vous dites vous pouvez aller, vous pouvez quitter le parti. Vous pouvez quitter le parti, vous pouvez y adhérer. Vous pouvez y faire adhérer. Acte de transhumance. Vous faites acte de transhumance. Je pense que c'est un parti qui, bien entendu, essaie d'être médian. Si vous voulez, c'est un parti qui essaie d'être médian et qui n'est pas exceptionnellement clivant. Et deuxième chose, comme je le disais d'entrée de jeu, il faut reconnaître quand même que le PDCI a réussi à séduire une nouvelle jeunesse. Une nouvelle jeunesse, vous verrez le bureau politique du PDCI, où on y trouve des jeunes et autres. Et Billon, bien entendu, a annoncé la couleur. C'est-à-dire en se projetant déjà sur 2025, si on part du principe qu'après il s'est excusé pour... Alors on peut débattre sur pourquoi il s'est excusé et pourquoi il s'est pas... Voilà, mais il a annoncé la couleur parce qu'il sait très bien que 2025, le jeu se fera sans le président Réconan Bédié. Donc là, à mon avis, il pense qu'il faut anticiper. Il faut anticiper pour se jeter dans la mare et bien entendu, je pense que c'est bien engagé pour que le PDCI fasse sa mue en 2025. Ambroise Thiétier, comment vous réagissez? Au-delà du débat sur le fond que je partage au parti, moi je vais mettre le curseur sur la forme et dire que ce qui se passe au PDCI n'est pas innocent. On a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un souci, le président Bédié, il procède à une restructuration. On a remarqué aussi que quand il y a eu des problèmes, bon, je dis problème, il y a eu hiatus entre Maurice Gikawi et le président Bédié. Suite à sa libération, il a été mis en prison, là, un temps après l'épisode du CNT. Le président Bédié a procédé à une restructuration en formant un comité politique. Il a formé un comité politique. En fait, ça traduisait un malaise, il faut le dire, ça traduisait un malaise. Il n'avait plus, il y avait comme un déficit de confiance entre le ministre Gikawi et lui. Donc il a créé un comité politique que dirigeait le ministre Alakwa Dio. Que dirige toujours Oui, que dirige, oui, tout à fait. C'est un lapsus. Que dirige le ministre Alakwa Dio. On remarque qu'à l'occasion de la célébration des 75 ans du PDCI, il remet encore sur la table une certaine restructuration et qui, comme par hasard, intervient après, je puis dire, la sortie du ministre Jean-Louis Billon par rapport à sa candidature en 2025. Et là, ce qui me fait dire ça, c'est qu'il met en place 3 organes. Le comité de développement durable et culturel, le comité de surveillance et la grande cellule en charge de la coordination de la communication. C'est pas innocent. Ça veut dire qu'il veut avoir la haute main sur la communication désormais. Parce qu'il estime que... il a toujours eu la haute main sur la communication. Oui, mais de manière singulière, après la sortie du ministre Jean-Louis Billon, qui l'a certainement agacé, il veut désormais avoir vraiment... Vous n'imaginez pas Jean-Louis Billon débarquer de son poste de secrétaire exécutif en charge de la communication et de la propagande du parti? Je ne le présume pas, mais je dis qu'il sera certainement corseté. Il sera corseté, on verra qu'il n'aura plus le coup de franche. Il n'aura plus le coup de franche parce que ce qui s'est passé, et comme je le rappelle, n'a pas plu au président Bédié, même s'il n'a pas dit, ça ne lui a pas plu. Donc voilà pourquoi il a mis en place une grande cellule en charge de la coordination de la communication. Ce n'est pas innocent, je le répète. Ce n'est pas innocent, ça veut dire qu'il ne voudra plus qu'à l'avenir, des gens sortent des déclarations comme ça. Et il faut que désormais, on regarde celui qui va parler au nom du PDCI, celui qui va dire quelque chose. Bon, voilà, donc... Pour en revenir à ce que je ressens par rapport à cette restructuration, je veux dire que le président Bédié, il fait de la grande prestidigitation. Parce que là, il est le grand Manitou, et chaque fois qu'il y a un souci, et qui le concerne lui-même, il remet en cause ce qu'il avait lui-même créé. Il remet en cause ce qu'il a... C'est pas la première restructuration. Depuis le comité politique, aujourd'hui, il en est à une autre restructuration. Donc, il faut que au PDCI, les gens comprennent que le président Bédié n'est pas prêt à passer la main. Il n'est pas prêt à passer la main et il est en train de... C'est comme un grand
un grand potier, c'est un grand potier, et le PDCI étant l'argile, il la modèle à sa façon. Et on va voir, comme chacun l'a dit, en 2025, est-ce qu'il sera toujours dans la course? La grande question, elle demeure, cette question-là. Parce qu'il ne l'exprime pas clairement. Hein? Il ne l'exprime pas clairement. Alors, il y a un congrès qui est annoncé pour 2022, on verra bien. Voilà, mais il ne l'annonce pas, et tout ça est sous-entendu. Est-ce qu'il sera encore de la partie? Est-ce qu'il ne sera plus de la partie? Et le doute plane. Donc, il faudrait déjà qu'il affirme ses intentions par rapport à cela. Et comme il a dit, il y a une arlésienne au PDCI, la question de la jeunesse. Des jeunes qui n'émergent jamais, dont on parle à longueur de journée, ça aussi c'est un souci. Absolument. Voilà, il faut que tout cela soit clarifié, soit mis sur la table, pour qu'au PDCI, on sache où les gens vont. Tout à fait. Voilà. Guillaume Bateau? Oui, je pense que... je suis en partie d'accord avec ce qu'Ambroise a dit, mais il ne faut pas attendre du président Bédié qu'il parle. Je crois que le président Bédié a été suffisamment clair. Quand vous l'écoutez, ce n'est pas le discours de quelqu'un qui a envie de partir demain. Parce que je pense que ces colloques, tout ce qui se fait, c'est une façon simple de déplacer le vrai problème. Le vrai problème auquel le président Bédié, le PDCI doivent répondre, c'est sa capacité aujourd'hui à représenter le PDCI et à le diriger et à le conduire à la victoire en 2025. Voilà le vrai problème. Donc, mais la première situation, le président Bédié a créé, comme Ambroise l'a dit, mais il n'a pas fini, il a créé quatre structures. Un comité politique, un comité de mobilisation et de développement des ressources, un comité de gestion et de suivi des élections et un institut de formation. Toutes ces structures sont venues cohabiter avec les autres organes qui existaient déjà. Dans ce récent discours, il vient de créer encore 4 autres organes. Un conseil spécial chargé de la réconciliation, un comité de développement durable et culturel, une cellule de coordination de la communication et un conseil de surveillance. On voit que tout ça, c'est une bonne distraction. Parce qu'en même temps que l'annonce un congrès pour 2022, il annonce des structures qui devraient en principe être validées ou proposées par le congrès. Donc on voit bien que le président Bédié, son agenda est clair, il n'a pas envie de partir. Donc c'est aux militants du PDCI. S'ils en ont le courage, ils doivent pouvoir en avoir le courage et poser le vrai problème. Aujourd'hui, l'agenda du prochain congrès doit être la mise à la retraite du président Bédié. C'est ça qui doit être l'agenda. Et aujourd'hui, au lieu de créer des comités, de ceci ou de cela, une pléthore de comités... Est-ce que c'est un agenda d'un parti politique? Non, oui, mais oui, parce que c'est le débat qui est là. La mise à la retraite. Donc. Oui, aujourd'hui, en tout cas, ce que l'opinion attend, c'est le départ de nos 3 grands leaders. Et aujourd'hui, le président Bédié, quelqu'un l'a dit, il aura 91 ans en 2025. Moi, si les militants du PDCI estiment qu'à 91 ans, le président Bédié a encore les moyens de les représenter pour défendre, comme il a dit lui-même, apporter encore sa contribution pour transformer à nouveau la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc, non, Dieu, on est en démocratie. Je suis tout à fait d'accord, mais je dis... Oui, je ne suis pas d'accord avec mes amis, je dis que... Il dit qu'il faut que le président Bédié parle. Je dis que le président Bédié a déjà parlé. La parole qu'on attend, c'est la parole des militants. Est-ce qu'ils sont d'accord, oui ou non, avec cette orientation qui est claire? Ça veut dire que le président Bédié n'a pas le sentiment de vouloir passer la main. Mais est-ce que les autres vont rester cloîtrés avec leurs habitudes pour dire, bon, comme c'est le président, parce que je regarde un peu mes confrères proches du PDCI, les titres que je vois ces derniers jours, c'est vent debout contre ceux qui défendent la limitation d'âge. Donc ça veut dire que le président Bédié s'organise pour pouvoir être toujours l'interlocuteur. Maintenant, c'est au ministère du PDC de décider. C'est à eux de parler. C'est pour ça que je dis que c'est plus au président Bédié de parler. C'est au ministère du PDC de dire s'ils ont envie de continuer dans la direction que semble indiquer le président Bédié, à savoir se faire réélire au prochain congrès et être encore candidat en 2025. Si c'est leur choix, bon, c'est leur choix. Mais je pense que ce n'est pas le bon choix. Aristide, vous êtes d'accord? Je voulais d'abord dire que, pour ma part, en démocratie, il faut former les masses pour que les militants comprennent les enjeux. Ce n'est pas à nous de décider de ceux qui vont être là ou ne pas être là. Ce n'est pas la question d'âge, c'est la question des valeurs, les valeurs démocratiques. Et je pense que Arthur a planté le décor. Arthur parle d'une annonce, c'est pas Arthur qui le dit, Arthur rappelle qu'il y a eu une annonce d'un congrès en 2022, mais surtout, n'est-ce pas, la célébration des 100 ans en 2046. Je voudrais poser le problème sur l'angle causal, non symptomatique. Parce que ce que nous posons comme problème, c'est le regard symptomatique. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, la fièvre. En ce moment, on veut faire baisser la fièvre, alors qu'en réalité, il faut savoir pourquoi on a eu la fièvre. Je crois que le docteur a dit que le PDC a perdu le pouvoir depuis
99. Et ensuite, il y a eu cette alliance avec le RHDP. Et je pense que la perturbation qu'il y a eu, c'est le retrait du RHDP. Je crois, Ali, que dans 100 ans, je crois que tu aimerais qu'on puisse se rappeler de NC 360, pas en tant que NC 360, qu'on puisse plutôt dire l'émission Ali Diasouba. Ça te ferait plutôt plaisir à chacun. Hein, j'ai créé un journal, je souhaite que si je ne suis pas là demain, qu'on puisse changer le nom de mon journal avec mon nom, ça me ferait plaisir. Vous avez vu quand les gens disparaissent des organes de presse, je prends le groupe Olympe, vous voyez qu'on met constamment la photo du fondateur. Et je crois que ce qui était intéressant pour le PDCI, c'était de rester au RHDP. Parce que le RHDP transporte le nom du président Félix Houphouët-Boigny. Et je pense que là où Houphouët est, il est plus heureux qu'on puisse perpétuer son nom. Et vous voyez qu'en 2046, on va fêter les 100 ans du PDCI-RDA, mais on se rappelle de qui? Du fondateur du PDCI-RDA. Donc, la sortie du RHDP est la cause de cette perturbation. Et je crois que le docteur a dit, le nom m'échappe... Arnaud a dit que le président Bédié s'est retiré en 2020. Non, il ne s'est pas retiré. Parce que jusqu'à la fin, il était candidat, mais il ne participait pas. Parce qu'il se retirait, il ne pouvait plus faire de manifestations. Donc, il faut que, sérieusement, le PDCI s'interroge sur ce que le PDCI va devenir demain, parce que, véritablement, il ne faut pas qu'on ait le sentiment que c'est une seule personne qui tient le parti. Arthur? D'abord, rapidement, Arnaud, je n'ai pas analysé que le colloque. Nous, on a eu la chance ici de recevoir Maurice Takou-Kikawe, qui nous avait dit que les séminaires commencés au mois d'avril allaient aboutir sur le colloque. C'est tout un processus. Il nous avait dit que les séminaires allaient, puisqu'on avait posé la question du CNT, les séminaires allaient pouvoir poser ces questions. On avait posé la question de la sortie du RHDP, donc la question des orientations depuis 2018. Je pense que cette question, elle n'a pas été abordée. Et je pense que c'est là que je suis d'accord avec Aristide. Dans l'analyse, il a manqué de profondeur. Il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé, reconnaître ce qu'ils ont fait de bien ou de pas bien. Moi, personnellement, quand je pense, l'entité PDCI à son sens est aussi importante pour Houphouët-Boigny que son nom. Houphouët-Boigny, il s'est battu pour le PDCI RDA. Donc, après, est-ce qu'il va préférer le RHDP ou le PDCI RDA? Ça, on peut rentrer dans des débats à n'en pas fini. Mais le PDCI RDA, c'était son instrument politique. Donc, vouloir défendre la vie de cet instrument politique, ça peut s'entendre. Et le PDCI peut bien l'assumer. La deuxième chose sur laquelle je suis d'accord, un peu avec Annie Cézanne, c'est que oui, quoi qu'on en dise, il y a quand même une mue au niveau de la place de la jeunesse au sein du PDCI. Il suffit juste de regarder les élus aujourd'hui. D'ailleurs, c'était bien de voir Yasmina porter la parole. C'est bien de voir des gens comme Jean-Louis Billon. C'est bien de voir des gens comme Jean-Marc Cassé. Et d'ailleurs, les deux dernières élections, et c'est pour ça que je n'ai pas compris le fait que le PDCI n'aille pas aux élections de 2020. Les deux dernières élections ont mis en évidence des jeunes élus qui ont un style plutôt parlant en termes de communication aujourd'hui. Jacques Ewo, Jean-Marc Cassé, qui ont compris le monde d'aujourd'hui. Il faut maintenant leur donner plus de responsabilités. Il faut que ce soit eux qui mènent l'avenir de ce parti-là. Henri Konan Bédié, peut-être, parce que aussi, n'oublions pas qu'il y a toute une partie de l'électorat du PDC qui est rural, qui se reconnaît en son personnage. Peut-être, dans cette phase de transition, lui garder un rôle de président du parti, moi, à la limite, je peux le comprendre, tant que les vrais animateurs soient ces élus qui portent le parti. Arthur, après, à vous entendre, on a l'impression que vous faites la promotion d'une attitude attentiste de ces jeunes cadres. Pourquoi on devrait tout leur donner sur un plateau d'or? Pourquoi ils n'iraient pas le chercher eux-mêmes? Pourquoi ils ne donnent pas de la voix? Non, je pense qu'ils ont suffisamment... Ils ont commencé à donner de la voix. Jean-Louis Billon a donné de la voix. Yasmina a donné de la voix. Isaac Hadi a donné de la voix. Et il y a une dynamique qu'on ne peut pas nier, surtout depuis les sorties de Jean-Louis Billon. Après, je pense aussi qu'il y a la responsabilité des anciens. Et moi, je dis toujours, au PDCI-RDA, ils ont peut-être la chance d'avoir ces anciens-là. Henri Konan Bédié, Gaston Wassé-Nankoné, Émile Constant Bombé. N'oublions pas que ceux-là aussi ont bénéficié de la promotion de Houphouët-Boigny. Il leur a fait confiance. Donc, à leur tour, il y a déjà, je termine, il y a déjà d'une part le poids des jeunes qui réclament, à mon avis, qui le réclament, peut-être ils doivent le faire un peu plus, mais les anciens doivent jouer un rôle. Et pour terminer, moi, le rôle d'Henri Konan Bédié, c'est sûr, pour moi, il ne doit pas être candidat en 2025. Après, être président au Congrès, si c'est pour accompagner les jeunes, si c'est pour dans la représentation, parce que supposons ce soit encore Alassane Ouattara, le président du RHDP, Laurent Gbagbo, le président du PPA, si vous convoquez une réunion des grands partis et que vous tapez Billon à cette réunion, il est mort avant de commencer.
Là, on est bien d'accord. Donc, je laisse terminer, et puis... Le rôle de Bédier, vas-y. Je voulais poser une question sur le plan idéologique. Une question rapidement. Est-ce que, toi qui es historien, Arthur, est-ce que sur le plan idéologique, le fait que le PDCI soit resté longtemps un parti unique, monolithique, n'a pas créé des habitudes qui jusqu'aujourd'hui se perpétuent? Mais bien sûr. D'ailleurs, ça fait partie aussi de leur échec en 99. Souvenez-vous, il y a un petit épisode qu'on oublie vraiment en 99. Le jour du coup d'État. L'appel d'Henri Konan Bédier. Henri Konan Bédier a la chance de passer un appel sur une radio internationale. Mais l'attitude de parti au pouvoir, de lourdeur administrative, de manque de démonstration a pesé ce jour-là. Et d'ailleurs, moi j'ai dit, le PDCI-RDA est revenu réellement dans l'opposition en 2018. Parce que jusqu'en 2018, c'était un parti de gouvernement. Même sous le coup d'État, ils ont été un parti de gouvernement. Sous le régime de Laurent Gbagbo, ils étaient déjà rentrés au gouvernement avec le RDR. En 2010, ils sont rentrés. Ça a toujours été un parti de gouvernement. Depuis 1951, c'est la première fois en 2018 et encore plus en 2020 qu'on voit des militants du PDC dans la rue. Et donc, il y a ce changement de retrouver un cap qu'ils avaient perdu depuis 1951. Toi, tu poses en 60, moi je pense en 51. C'est depuis là que le PDC est un parti de gouvernement associé avec le gouvernement. Donc, c'est normal que dans le changement, dans cette phase de transition, on ait des turbulences. D'accord. Il est temps pour moi qu'il sorte de ces turbulences. Je reviens à vous tout de suite, Guillaume. Oui, moi, je veux que Arthur et les amis avec qui on débat, ils soient clairs, il faut faire une option. Vous ne pouvez pas vouloir que les anciens, parce que tant que le président Bédier est le président du parti, mais normalement, la décision... président du parti, non, Arthur, il ne faut pas faire la fine bouche. Non, tant que le président Bédier est le président du parti, la décision se trouve au niveau du président Bédier. Elle se trouve dans la main de ceux que tu as cités, de Émile Constant Bombé, de Gaston Wasna Koné, etc., qui sont ses amis avec qui il a presque le même âge. Donc les jeunes, ils ont beau avoir de la volonté, mais ils ne peuvent qu'être à la marge. Donc on ne peut pas vouloir une chose son contraire. Moi je dis... quand tu dis oui, il faut qu'il reste... Mais attendez, le président Bédier est dans l'action publique à un haut niveau depuis 1966. Depuis le temps où le président Houphouët-Boigny l'a nommé ministre des Communes et des Finances. Depuis 1966. Ça fait aujourd'hui 5 ans, 4 ans. Je pense que le président Bédier a énormément donné à la Côte d'Ivoire. On doit lui dire vraiment merci et lui permettre de se retirer. Et ça, c'est le rôle que moi j'assigne. Tu as dit que ces jeunes élus que tu as cités, aujourd'hui on voit à peine Billon, il dit faire deux interviews, il court, aller pleurer ce Bédier. C'est pas responsable. Je veux dire que moi j'attends de ces jeunes élus, ces jeunes cadres du PDCI, qu'ils montrent qu'ils ont envie d'être à l'aide de leur temps, qu'ils ont envie de diriger ce pays, qu'ils ne se cachent pas derrière la saharienne du président Bédier pour essayer de jouer les enfants. Je suis désolé. S'il vous plaît, je vais répondre à ça. Mais Guillaume, pourquoi tu veux forcément opposer les générations? Non, je ne veux pas les générations. C'est ce que je dis. Je constate qu'à 91 ans... Monsieur, vous n'allez pas parler ensemble. Non, je réponds en même temps, pour que tu continues. Je constate qu'à 91 ans, et le président Bédier l'a dit depuis longtemps, qu'il avait dit en 2010 que c'était son dernier combat. Mais il faut que les gens aussi commencent à respecter leurs propos. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. On vous a bien compris, Guillaume. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une équipe, un parti politique. Donc dans une équipe, chacun a son rôle. Il faut avoir une analyse logique de ce qui se passe. Quand on fait une analyse de l'électorat du PDCI, il y a une partie de l'électorat, quand même, il détient le parti depuis 1993. Donc il a encore la figure tutélaire. Donc venez nier ça. Dans ton analyse, tu te trompes. Non, je n'ai pas. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le PDCI-RDA, pour les militants, veut revenir au pouvoir. Est-ce que dans ce rôle, Henri Konan Bédier n'a pas un rôle à jouer dans cette mission? Moi, je pense que si. Il a un rôle important, tant qu'il est vivant, c'est d'accompagner les plus jeunes. C'est ce que je demande. Pourquoi voulez-vous forcément opposer les générations? On peut être dans la même équipe, on peut avoir un président de parti qui, avec toutes les autres instances du parti, prennent des décisions et un candidat qui porte ce combat dans une phase de transition entre aujourd'hui et 2025. D'accord. Pardon? Alors, non, monsieur, on ne va pas faire un débat sur fond de ping-pong, s'il vous plaît. Arnaud Goyi, vous voulez réagir? Allez-y. Oui, rapidement réagir sur les propos de... il disait que le président Houphouët-Boigny serait heureux de savoir le PDCI au RHDP et que c'était la sortie
du PDCI, du RHDP qui avait déréglé le parti. Je partage pas forcément l'opinion. Le choix de quitter le RHDP est un choix du PDCI qui a voulu conserver son identité, qui à un moment donné a estimé que il devait prendre ses distances vis-à-vis du RHDP, et ils ont assumé leur décision. À moins d'avoir un don de faire parler les morts, je crois pas qu'on puisse interroger le président Houphouët-Boigny et lui demander est-ce que il est OK ou pas pour le RHDP. D'autant plus que je pense que l'idée d'un leader politique doit être portée par un parti et non pas seulement par un nom. C'est pas forcément parce qu'on dit rassemblement des oufouettistes que les valeurs de l'oufouettisme sont prônées, même si j'ose croire qu'elles sont effectivement prônées dans le parti. À côté de cela, au niveau du parti lui-même, je pense que le président du parti le président Bédié ne s'est pas encore prononcé. On pourrait faire toutes les spéculations que l'on voudrait. Il y a un congrès qui vient très bientôt où, bien sûr, la question de la présidente devra être posée, mais plein d'autres questions également seront posées. M. Bédié n'a pas dit qu'il continuerait, il n'a pas également dit qu'il s'arrêtait. Donc on spécule sans connaître sa décision finale. Même si je conviens qu'annoncer une multitude d'instances à créer ou d'organes à créer, c'est quand même assez dérangeant. Mais le président Bédié reste dans son rôle. Il est jusqu'à présent président du parti et il doit orienter le parti, il doit orienter la vision du parti. Il estime, dans son discours, on l'a vu, que un parti pour reconquérir le pouvoir doit avoir une organisation différente. Il fait ses propositions en tant que président du parti. Après, elles peuvent être pertinentes ou pas, mais il a le mérite de proposer. Bien sûr. Non, je voulais juste préciser, Ali, puisqu'il m'a interpellé, je voulais dire à Anissé que... Ouais. Arnaud. Excusez-moi. Ils ont la même chose. C'est son voisin qui est Anissé, ouais. Alors, Arthur a répondu en partie à ma préoccupation. Le fait qu'ils sortent, ils ont été toujours un parti de pouvoir, et le fait qu'ils sortent, qu'ils retrouvent l'opposition, et que battre le pavé n'est pas quelque chose de facile, donc ils apprennent à battre le pavé, c'est un parti de droite, un parti de pouvoir, c'est ça que je parle. Et ensuite j'ai dit, chacun aimerait. J'ai pas dit que Houphouët a fait ce choix. Dit, vous l'avez dit un tout petit peu. Oui, ben, chacun aimerait. Moi-même, je vous dis, je prends mon cas, j'ai pris le cas d'Ali. On veut la perpétuation. Je parle de la célébration des 100 ans, la création du parti. Donc, en sortant du RHDP, visiblement, en allant dans l'opposition, vous avez rendu compte que c'était pas facile pour eux. C'était pas facile, mais quel est votre outil pour apprécier la pertinence ou non de la sortie? Alors, vous n'allez pas parler ensemble, monsieur, s'il vous plaît. Alors, si je peux me permettre... Oui, Anissé, allez-y, vous avez la parole. Pour réagir par rapport à ce que Aristide a dit, il faut reconnaître que le PDCI est un parti résilient. Il faut reconnaître parce qu'on parle du centenaire, on parle des 75 ans, mais sur les 75 ans, Bédié a environ à peu près une trentaine d'années de gestion du PDCI. Et Arthur l'a dit, être au gouvernement, être dans le pouvoir. Oui, depuis 1993, nous sommes en 2021, 28 ans quasiment que Bédié gère l'équipe. Et bien entendu, quand on regarde le PDCI aujourd'hui, être un parti politique qui compte, c'est-à-dire être parmi les 3 forces politiques qui comptent dans la nation ivoirienne après avoir perdu le pouvoir depuis 28 ans, c'est pas rien du tout, c'est quelque chose d'énorme qu'il faut mettre à son compte. Et donc c'est un parti qui, bien entendu, a été habitué. Alors, on va dire le PDCI a été dans la gestion du pouvoir. Non, avant 1960, le PDCI n'était pas quasiment systématiquement dans la gestion du pouvoir. Le PDCI a battu le pavé, le PDCI s'est battu, le PDCI c'est pas un parti à qui on a tout donné, qu'on a biberonné. Après, il y a eu la période du parti unique. Et donc, depuis 1993, le PDCI essaie plus ou moins d'exister. Et Bédié, le président Bédié, il le fait très bien. Moi, je pense que, bien entendu, il essaie de replacer le PDCI au centre du débat. Aujourd'hui, peut-être qu'on va y revenir. Mais dans la question de la figure de l'opposition, ce n'est plus tant les personnages qui comptent, mais quel est le parti qui prend la tête de l'opposition. Et le PDCI se positionne comme un parti qui veut gérer l'opposition, qui veut être à la tête de l'opposition. Donc ça, c'est à mettre au profit de l'action du président Bédié, je pense. D'accord. Guillaume? Oui, rapidement. Arthur l'a rappelé en essayant de le minimiser. Sans vouloir le minimiser, mais le PDCI, et Arthur l'a dit, je suis d'accord, le PDCI est resté dans le pouvoir jusqu'en 2018. On ne peut pas... En tant que tel, on ne peut pas dire que c'est un parti de l'opposition. Deuxièmement, quand Anissé dit que le président Bédié le fait très bien, non, je suis désolé. Le président Bédié est arrivé à la tête du PDC quand le PDC était au pouvoir. Sous sa gouvernance, le PDC a perdu le pouvoir. Et le PDC ne l'a pas encore retrouvé entièrement. Pas démocratiquement, quand même. Pas démocratiquement, par les armes, j'en conviens, mais le PDC a perdu le pouvoir. Ça, c'est ça qui est le constat.
Et le président Bédié, depuis donc cette perte du pouvoir, n'a pas réussi à ramener le PDC au pouvoir. On peut dire que c'est 10 sur 10. Non, je pense que le leader du PDCI devait être un peu plus exigeant vis-à-vis de leur leader. On vous a bien compris, Guillaume. Juste pour terminer, Arthur a parlé d'opposition de génération. J'ai dit non, je n'oppose pas les générations. Le président Bédié lui-même, quand il est arrivé à la tête du PDCI RDA, le congrès de 94 qu'il investit, limitait l'âge pour la gestion du PDCI RDA à 75 ans. C'est après on a plusieurs fois fait ce débat. Oui, mais ça a existé. Non, ce n'est pas moi qui oppose les générations. C'est ceux qui changent les textes. Pour se maintiennent. C'est eux qui rentrent en conflit avec leurs plus jeunes. C'est eux qui rentrent en conflit avec les jeunes générations. C'est pas moi. D'accord. Ambroise Sétier, Arthur, vous n'avez pas la parole. Ambroise, allez-y. Arnaud a dit, c'est pas sûr que si le président Houphouët vivait, il aurait approuvé le RHDP. J'ai surtout dit qu'on n'en sait rien. Oui, mais moi, j'ai pu dire qu'il approuve. Vous êtes magicien. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Parce que quand il vivait, il a souhaité que ses héritiers soient unis. Et qu'ils dirigent en unis dans le PDCI. Arthur, attention. Justement, Arnaud, attention. Le RHDP, c'est la continuation du PDCI. Mais pourquoi pas le PDCI et le RHDP? D'accord. Monsieur, on vous a bien compris sur cette question. Terminé. Attention, vous n'avez pas la parole. C'est le PDCI en son accomplissement. Attention, laissez Ambroise Sétier aller au bout de son argumentation. Puis cela, on retrouve tous les héritiers dans le RHDP. Oui, le RHDP, c'est le PDCI en son accomplissement. Je peux le répéter, en son accomplissement. D'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le président Houphouët n'aurait pas aimé que le RHDP. C'est évident qu'il aurait aimé. D'accord. Oui, c'est évident qu'il aurait aimé. On en sait rien. On vous a bien compris, monsieur. On vous a bien compris, monsieur. Alors, cette semaine, il y a Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, qui a annoncé sa candidature en vue de la prochaine présidentielle. Dans une interview accordée à nos confrères de TV5, avec cette annonce, Pascal Affi-N'Guessan pourrait affronter son ex-mentor si ce dernier décide de se jeter dans l'arène pour la présidentielle prochaine. On fait le point avec Pierre Dipaumelet et on en parle juste après. Invité du journal de l'Afrique du confrère TV5, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a annoncé qu'il sera candidat à la candidature du FPI, Front populaire ivoirien, le parti fondé par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Cette annonce intervient au lendemain de la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, mettant ainsi fin aux problèmes de leadership au sein du FPI. Je serai candidat à la candidature et si mes camarades continuent de me faire confiance, certainement que je représenterai le parti à l'élection présidentielle. Nous restons dans la dynamique du Front populaire ivoirien, dans la vision du Front populaire ivoirien, et puis nous préparons notre candidature pour présenter aux Ivoiriens un projet politique, celui que nous avons d'ailleurs élaboré en 2020, mais que nous n'avons pas pu présenter compte tenu du contexte. Pascal Affi-N'Guessan a annoncé un congrès le 13 novembre 2021. Il pourra ainsi y affronter son ex-mentor, choisi lui pour présider la destinée du nouveau parti. Alors, messieurs, est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt pour Jean-Louis Billon, pour aujourd'hui Pascal Affi-N'Guessan, d'annoncer déjà être candidat pour une présidentielle qui aura lieu dans environ 4 ans? Non, je pense pas. Et je trouve que ça tombe à propos. Ça nous sort de la guéguerre d'enveloppe, de Gbagbo a dit ceci, d'Affi-N'Guessan a dit cela. Et on a aujourd'hui le PPACI, on a le FPI, on a deux partis complètement distincts, avec des leaders qui doivent reconquérir l'électorat. Et je pense que M. Pascal Affi-N'Guessan est dans son rôle. Peut-être qu'on lui donnait une légitimité par procuration du fait du président Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui, il est placé au cœur de l'arène politique et véritablement à la tête de son parti sans que cela ne soit discuté. Il a deux options. Soit il est extrêmement résilient, créatif, il arrive à avoir la mutabilité qu'il faut pour son parti, à s'adapter et finalement à construire un grand parti avec des chances de remporter l'élection, ou bien finalement tous les membres de son parti vont se ruer vers le PPA et puis on se rendra compte finalement qu'il n'est pas un si grand leader que ça. Donc c'est à M. Pascal Affi-N'Guessan de se positionner soit en grand leader président du parti ou finalement celui qui était toujours dans l'ombre de M. Laurent Gbagbo. Il a très bien compris, il est en train de remobiliser ses troupes, il a annoncé
un congrès bientôt. Il a été en France dans le cadre du conseil régional, d'une réunion du conseil régional, et il en a profité pour faire le tour des médias et remobiliser ses militants. Je pense qu'il est pleinement dans son rôle et l'avenir nous dira si finalement il aura du succès. Bien sûr. Alors, monsieur, si on prend pour unité de mesure les dernières élections législatives, dans l'opinion, beaucoup estiment que Pascal Affi-N'Guessan ne pèse pas sur l'échiquier politique. Quelles sont ses chances pour la prochaine présidentielle, Arthur? Mais c'est tout à son honneur. Il a 4 ans pour peser davantage. Effectivement, quand on regarde les derniers chiffres des élections législatives et même de ses performances en 2015, c'est véritablement une enveloppe qui dit maintenant c'est à lui de remplir l'enveloppe. Et je pense qu'il a 4 ans pour le faire. Il a des atouts. Le fait d'avoir une longue expérience politique, le fait de rester ancré dans l'international socialiste. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant par rapport à Laurent Gbagbo qui veut aller plus à gauche, donc vers le monde communiste. Mais aussi, il y a des nouveaux majeurs, il y a des gens, c'est à lui de retrouver du terrain, d'aller vers les gens, d'aller expliquer. Et c'est très bien pour lui, pour moi, hein, dans son cas, de dire clairement, mon objectif, c'est d'être candidat en 2025, donc de porter un projet, de porter des militants, d'aller les chercher. Ça peut être un peu différent de Jean-Louis Billon pour revenir à la première question. Moi, je pense que Jean-Louis Billon, lui, connaît le contexte du PDCI. Il n'aura pas la voie royale pour être candidat que Affi a dans le FPI d'aujourd'hui. Mais Affi, il fait bien. Il faut maintenant qu'il s'arme de courage, qu'il parte vers le terrain pour essayer de peser davantage que ce qu'on a vu aux élections législatives. Il a tout le temps. Il doit mettre ça à profit et essayer de peser, même si l'angle est quand même fermé, l'angle est quand même difficile à trouver dans l'électorat de gauche entre le mammouth de cet électorat qui est Laurent Gbagbo, entre Charles Biégoudé qui pointe son nez, entre Simone Veil qui va s'affirmer, on ne sait pas encore ce que fera Leader et Mamadou Koulibaly. Donc, il y a un angle difficile, mais il doit continuer de frapper sur de nouveaux majeurs, sur de nouvelles thématiques. Il faut qu'on entende aussi sur des sujets sociaux. Maintenant qu'il y a l'enveloppe, il faut qu'il la remplisse. Il faut qu'il parle maintenant des problèmes des Ivoiriens. Il faut maintenant qu'il parle de son projet, qu'il parle vers les nouveaux majeurs et qu'il parle à ses communicants pour qu'ils s'investissent davantage sur le terrain. Très bien. Alors, il y a un de nos internautes du nom de Anne Bernard Kanga qui dit « Il a du pain sur la planche, c'est Affi-N'Guessan ». Est-ce que vous êtes de son point de vue, Ali, Aristide, oui, avant de revenir à notre internaute, la question que tu poses avant la question à Arthur et à laquelle Arnaud répond, c'est sur le fait que l'annonce de la candidature d'Affi, est-ce que c'est pas trop tôt? Alors la question que je voudrais me poser surtout à Arnaud, qui dit que c'est pas très tôt, c'est est-ce que en démocratie, dans le champ politique, est-ce qu'on ne parle que des élections? Est-ce que dans le champ politique, on ne doit pas s'occuper des classes populaires? On ne doit pas s'occuper de la question des retraites? Est-ce qu'on ne doit pas s'occuper de la question de l'école? Est-ce que c'est simplement que tout le temps, on tourne autour des élections? Est-ce que notre champ politique ne doit rimer qu'avec les élections? Maintenant, est-ce qu'Affi-N'Guessan a du pain sur la planche? Oui, il a du pain sur la planche parce que, justement, comme dit Arthur, on lui a laissé l'enveloppe, il doit remplir l'enveloppe. Et comment est-ce qu'il remplit l'enveloppe? Il a dit qu'il avait un programme qui devait dérouler en 2020, mais le contexte ne lui permettait pas. Donc maintenant, je pense que quand vous entendez Pascal Affi-N'Guessan sur les médias occidentaux et même lors de son point de presse, vous sentez qu'il veut véritablement faire de la politique, proposer un programme, des projets de société, son projet de société. Mais je pense que fondamentalement, dans le champ politique qui est un champ de rivalité de pouvoir, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, qu'on revienne aux notions, non seulement parler de l'élection présidentielle, parce que finalement, on est focalisé sur l'élection présidentielle, il faut éliminer les elders, non. Il faut qu'on forme les masses, qu'on apprenne aux gens, comme on parlait du PDCI tout à l'heure, aux jeunes, qu'il faut prendre la parole, qu'il faut s'exprimer. Et voilà comment on fait un comité de base. Après, on va à la sous-section, on va à la section. Ensuite, on arrive au comité central, ainsi de suite. Donc, véritablement former les masses. Parce que l'élection présidentielle ne doit pas être le sujet de tout le champ. D'accord, on vous a bien compris. Alors, coupé aujourd'hui de son mentor depuis toujours, Laurent Gbagbo en l'occurrence, que peut bien valoir aujourd'hui Pascal Affi-N'Guessan, Guillaume Bateau? Oui, d'abord, pour répondre à votre internaute, et puis après répondre. Oui, le président Affi a du pain sur la planche, comme tous les autres candidats ont du pain sur la planche. Une élection présidentielle n'est jamais gagnée d'avance. Voilà, donc, dire aujourd'hui que le président Affi a du pain sur la planche, oui, parce qu'il doit travailler, il doit faire en sorte que les Ivoiriens, qui commencent de plus en plus à le découvrir,
Parce qu'il y a 7 ans en arrière, au moment du déclenchement de la crise interne au FPI, personne ne pariait sur sa peau. On disait, oui, Afi, il a trahi Gbagbo, etc. Mais aujourd'hui, le contexte est complètement différent. Quand on regarde tous ceux qui avaient fait chorus contre lui, mais c'est eux qui perdent chaque fois des gens. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Avant la question à Arthur, tu as évoqué la question des 2 députés que le Front populaire ivoirien a obtenus en 2021 aux législatives. Oui, c'est une contre-performance, mais je voulais rappeler que même quand le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en octobre 2000, il n'a que 11 députés sur 175 qui étaient à l'Assemblée nationale avant le coup d'État de 99. Donc, l'élection présidentielle est d'abord une rencontre entre une personnalité politique qui a un projet politique et l'ensemble des citoyens. Et puis quand Arthur parle de l'électorat de gauche, moi je pense que c'est le concept un peu trop flou pour notre pays. Suranné. Non, je ne dis pas suranné, je veux dire un peu flou. Aujourd'hui, il y a des vrais problèmes, je suis d'accord avec Aristide, il y a des problèmes sociaux. Regardez par exemple... il y a même des problèmes existentiels. Oui, les pluies qui sont tombées sur Abidjan quelques jours ont emporté 2 élèves à Yopougon. Il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'école, il y a des problèmes de route, il y a des problèmes d'emploi. Donc je pense que les Ivoiriens sont attentifs à ces sujets et ce n'est pas la tête, entre guillemets, des leaders qui va compter. C'est le projet que les leaders vont porter. Donc le président Afi, je pense qu'aujourd'hui, il est le plus à l'aise. On entend le débat de qui sera le candidat du PDCI en 2025. On n'en sait même pas, on n'en sait rien pour le moment. Est-ce que ce sera le président Bédié? Si ce n'est pas le président Bédié, ce sera qui? Ben, la bataille va commencer. Le PPACI qui vient de se créer, on ne sait pas qui sera son candidat. Le RHDP, on ne sait pas qui sera son candidat. Donc celui qui est déjà dans le starting block et qui va prendre de l'avance, c'est bien affiner ça. Donc je dis, oui, il ne faut pas rester bloqué sur les clichés, oui, à Blé Goudé, oui, à Simone Gbagbo, oui. Mais ce ne sont pas ces personnalités qui vont être jouées, c'est leur projet qui vont être joués en 2025. Et je pense que l'expérience du président Afi, qui a été quand même élu depuis 90, élu municipal, ministre, premier ministre, encore élu national et élu municipal, régional. Il a une longue expérience. Moi, je pense qu'il a une d'avance sur ses autres adversaires qui, eux, doivent se battre pour se faire une place au soleil dans leur propre parti. C'est le problème que le président Afi. D'accord, Ambroise? Oui. Je crois que le 9 août, le président Afi, c'est vrai que la décision du président Bédié et du président Gbagbo l'a peut-être dérouté, mais ça l'a libéré. Le départ du président Gbagbo l'a libéré parce que c'était comme un boulet qui traînait. Avec les gobes, en parenthèse, les Gbagboiens, qui lui faisaient des histoires tout le temps. Et le président Gbagbo part avec eux. Du coup, il est libre désormais de travailler. Donc, on peut dire que c'est l'homme le plus heureux aujourd'hui. Il peut se déplacer, il peut animer des meetings, tout ça. Aujourd'hui, c'est un président heureux. Heureux qui n'a plus le parapluie du président Gbagbo sur la tête. Aujourd'hui, il peut se démarquer. Tu veux dire le marteau? C'est un parapluie? Oui, mais c'était en même temps un marteau, un parapluie, puisqu'il était un peu sous tutelle. Aujourd'hui, c'est un président libéré qui peut mener ses actions, qui peut faire son trou. Qui peut faire son trou. Comme une présidentielle, c'est la rencontre, comme il a relevé, d'un homme et de la population. Et Afi peut porter un projet qui peut emballer les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, moi, je pense que Afi, aujourd'hui, c'est un président qui est libre, c'est un président qui a été libéré depuis le 9 août par la décision du président Gbagbo. Et j'estime qu'à ce propos, à ce sujet-là, le président Gbagbo, je m'interroge pourquoi il a fait cette option-là, qui me semble être la plus difficile. C'est comme si il a voulu faire compliqué au lieu de faire simple. Parce qu'on attendait de lui qu'il réunisse sa famille du FPI. Et il ne le fait pas, et ça désarçonne tout le monde. Et voilà, je pense que c'est... Il a décidé de contourner le caillou qui était dans sa chaussure. Non, mais il n'avait pas à le contourner. On a bien retenu l'expression. Il n'avait pas à le contourner. Non, ça, c'est votre point de vue. Voilà. De son point de vue, il a estimé qu'il fallait... Tout le monde attendait qu'il réunisse sa famille. C'était cela l'idéal. On vous a bien compris, Ambroise. Voilà, merci Ali. Annie Cézra. Alors, la question, c'est que vaut Afi pour 2020? C'est cela. Voilà, du coup... Est-ce que ce n'est pas trop tôt aussi de l'avoir annoncé? Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Non, c'est pas trop tôt, parce que de toute façon, il a besoin d'occuper le terrain, il a besoin de se créer un destin présidentiel, de se créer une carrure, parce qu'il est détaché du PPACI, et le PPACI va occuper l'espace. Alors, le problème, c'est Afi... Quel est l'espace politique qu'il occupe enfin, on a parlé de l'enveloppe. Donc, Gbagbo va avec ses militants de l'FPI au PPACI. Quel est l'espace politique
que Afi occupe. Quand tu parles de la gauche, peut-être qu'on parle des questions idéologiques, dont la gauche paraît un gros mot ici pas, mais il a parfaitement raison. C'est-à-dire, quelle est la masse militante que Afi N'Guessan doit conquérir, ou bien quelle est la marge de manœuvre d'Afi N'Guessan alors qu'il a été à l'œuvre pendant près de 10 ans, Gbagbo étant absent du pays, et donc il s'est toujours prévalu d'avoir l'option de Gbagbo Laurent pour faire les choses, et aujourd'hui que Gbagbo est sur le terrain, et qu'il s'écarte donc de Afi N'Guessan, qu'est-ce qu'Afi devient, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Si on part, parce qu'on va pas spéculer, on part 2 députés. 2 députés, c'est faible. C'est raisonnablement faible. En plus, qu'est-ce que ça deviendra la présidentielle pendant que son mentor est désormais, enfin son ex-mentor est sur le terrain et qu'il occupe le terrain. Donc il a du pain sur la planche, l'internaute a bien fait de le dire, il a du pain sur la planche et on ne va pas faire la fine bouche sur ce plateau, il a des chances très moindres par rapport à Billon qui lui reste dans le PDCI. Il a bien compris qu'il faut avoir l'appareil du parti. Si vous n'avez pas l'appareil du parti, c'est mort. À l'heure actuelle, on n'est pas en train de passer, les trois grands leaders, si vous voulez, incarnent les 3 grands partis politiques de la Côte d'Ivoire. Si vous sortez de là, je ne suis pas sûr que ça va durer. Ce que vous voulez dire, c'est que le seul avenir présidentiel pour Pascal Afi N'Guessan, c'était de rester avec Laurent Gbagbo. C'était... Oui, mais on essaie de dire des choses au contraire. Le président Afi a l'appareil du FPI. Et puis, moi, à moins que, il parle de fine bouche, à moins qu'on fasse preuve ou bien qu'on se ferme les yeux, la crise du FPI dure depuis 7 ans. Depuis 7 ans, et il y a une direction du parti qui est là, il y a des représentants qui sont, même si les résultats électoraux ne sont pas bons, on ne peut pas les justifier, on peut les expliquer. Oui. À la sortie de la présidentielle de 2020, Afi N'Guessan est arrêté. Pendant que les autres leaders sont dehors, ils s'organisent, Afi N'Guessan est en prison, il sort fin décembre. Quand il sort, il croit, peut-être il est de bonne foi, mais sa bonne foi n'est pas partagée, il croit à une possible union de l'opposition pour aller aux législatives. Les négociations durent de janvier quasiment à février. Et à la fin, le PDC et les gars disent, nous, on ne va plus à vous. Mais il a à peine 1 mois pour trouver... Il a voulu aussi plus gros que ce qu'il valait. Dans tous les cas, Arthur, tu sais que je suis spécialiste en terminé, Guillaume, voilà. terminé. Je vais répéter à Arthur que... Non, il a bien compris. Ce qu'il fait, je suis le maître sur ce plateau. Donc, Guillaume, il a compris le message, terminé. Non, le Mocato ne va pas venir. C'est à lui. Donc, je veux dire que il a voulu, de bonne foi, que l'opposition s'organise. Mais on lui a fait un coup dans le dos. Ok, il assume. Il a des résultats qui sont en deçà. Mais je dis aujourd'hui, 2027, c'est dans 4 ans. Mes amis parlent comme si les autres partis ont réglé les problèmes. Les problèmes ne sont pas réglés. Parce que je dis, si demain, le président Bédié n'est pas le candidat du PDCI, mais il va y avoir une bataille pour qu'il y ait un candidat. Rien ne dit que tous les militants du PDCI vont se mettre tout droit derrière celui qui sera désigné. C'est la même chose pour le RHDP. Même le PPACI qui vient de naître, c'est la même chose. On a élu un président dimanche, on parle maintenant de demain d'un président exécutif. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Donc, les partis politiques autres que le FPI doivent aussi régler leurs problèmes. Et je vous dis, une élection présidentielle peut réserver beaucoup de surprises. On vous a bien compris. Monsieur Samuel qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Samuel. Est-ce que vous nous recevez, monsieur Samuel? Oui, je vous reçois, monsieur. Vous nous appelez de Yopougon. Quel est votre point de vue, rapidement? Bon, je voudrais intervenir par rapport à la candidature de M. Afi N'Guessan. Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà, vous voyez, il a été déjà candidat en 2015, je crois. C'est cela. Et en 2020, il s'est présenté et par rapport... Il n'est pas allé jusqu'au bout, on va dire ça comme ça. Allô? Oui, alors on vous entend, allez-y. Voilà, je sais qu'il a été candidat en 2015, en 2020. Oui. Allô? Donc maintenant, ce n'est pas... On voit réellement qu'il n'a pas de poids politique. C'est Laurent Gbagbo qui a fait Afi N'Guessan. Voilà. On a connu Afi N'Guessan par rapport à Laurent Gbagbo. Voilà. D'accord. Et donc, il peut se présenter pour autre chose, mais pas maintenant pour la présidentielle. Vous voyez? Voilà. On lui a donné l'enveloppe. Et je suis sûr même que cette enveloppe, il ne pourra même pas la remplir. Même écrire un paragraphe, il ne pourra pas. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, monsieur Samuel, de nous avoir appelé depuis Yopougon. Messieurs, je sens que vous voulez réagir. Ce sera juste après cette courte pause. Avec l'option English Pack DSTV,
votre abonnement entre dans une nouvelle dimension. It's so nice, it's so nice. Cinéma, séries, novellas, les émotions sont plus intenses en langue anglaise. That part is a little dramatic. Vivez la Liga aux premières loges et la Premier League en immersion. Brilliant, just brilliant! Sur Nickelodeon, l'anglais est the superpower absolu. For the surprise, please go now. Avec E et One Magic en version originale, la télé-réalité devient télé-reality. Et sur Africa News et Discovery, l'info et la découverte rayonnent worldwide. Boostez vos programmes avec l'option English Pack DSTV de Canal+, et ses 15 chaînes premium. Accessible à partir de 5 000 francs, profitez-en dès maintenant. Retour sur le plateau du NCI 360 et avant cette courte pause, un de nos internautes qui nous a appelé de Yopougon estimait que Pascal Affi-N'Guessan sans Laurent Gbagbo ne pèse pas grande chose. Arnaud Goï, vous n'avez pas encore réagi? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on le saura très tôt. Parce qu'il y a des élections... il y a des échéances à venir avant même l'élection présidentielle. Mais l'élément sur lequel je voulais rebondir, c'est est-ce que la démocratie rime, ce que vous avez dit, est-ce que la démocratie finalement rime avec l'élection? Est-ce que l'élection finalement doit présidentielle doit caporaliser toute l'attention d'un parti politique? Déjà, ce qui distingue un parti politique d'une association quelconque, c'est la conquête du pouvoir. Le parti politique se caractérise par le fait qu'il veuille conquérir le pouvoir. On n'en voudra pas un parti de se préparer pour des élections à venir. Après, le timing dépendra de l'opportunité ou pas, mais le parti politique est taillé pour pouvoir conquérir le pouvoir. En revanche, ce que je trouve dommage, puisqu'il a parlé de participation politique, ce que je trouve dommage, c'est que la scène politique ne soit laissée qu'aux acteurs politiques partisans. Parce que lorsqu'on parle d'acteurs politiques, il y a des acteurs qui sont partisans, les partis politiques, mouvements politiques. On a également des acteurs non partisans, la société civile, les intellectuels, le peuple lui-même. Et dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain et c'est pas les partis politiques. L'idée de démocratie est née dans l'Antiquité, mais les partis politiques sont nés il y a à peine quelques siècles. Mais on a l'impression que les partis politiques caporalisent ou doivent porter l'ensemble des combats démocratiques que le peuple se refuse à porter, que la société civile souvent se refuse à porter, que les autres acteurs se refusent à porter. Il est clair que les partis politiques jouent un rôle extrêmement important dans l'affirmation d'une démocratie, mais je pense que l'ensemble des acteurs, que ce soit partisans ou non partisans, doivent contribuer à la vie politique. Cela revient un peu à ce qu'Aristide Nkenda disait, il faut former les masses. Je voulais pas trop bien compris. J'ai l'impression que... il a bien réagi, Arnaud. Il a bien réagi. Mais seulement, je voulais ajouter quelque chose, et c'est là où je rejoins Arthur et Anissé, qui disent que l'idéologie est très importante et l'action politique qu'on parle à nous. Donc il faut qu'on revienne. Ali, ce qui nous pose problème, c'est que pendant longtemps, et je crois que c'est lorsque Pascal Affi-N'Guessan nous reçoit avec Guillaume, qui nous explique que le problème qu'on a rencontré, c'est que nous sommes restés longtemps dans les partis uniques, monolithiques, et que finalement, quand on nommait un ministre, il allait fêter dans son village, et comme si on donnait une récompense à une tribu. Et ça a créé les clivages à partir de la notion de tribalisme. Donc il faut qu'on revienne en expliquant aux gens qu'il y a dans le champ politique l'action politique et l'idéologie politique. Donc il faut qu'on insiste sur l'idéologie. On ne va pas dire que la gauche c'est un gros mot, le socialisme. Mais il faut qu'on l'instaure, même s'il faut les tropicaliser, il faut qu'on ait nos idéologies, qu'on ait nos approches, qu'on ait nos projets, nos programmes, et qu'on les applique. Excusez-moi, il y a un qui conçut mes propos. Lequel? Voilà. Je ne dis pas que l'idéologie n'est pas importante. Je dis que l'idéologie doit sous-tendre de vrais projets. Tout à fait. Des projets qui s'adressent. Parce que, par exemple, moi je suis d'obédience socialiste, mais je vais mettre en avant les projets sociaux, l'éducation gratuite, l'assurance maladie. Je vais mettre en avant la promotion de la femme, etc., la promotion des minorités. C'est vrai, mais cette idéologie doit sous-tendre un vrai projet qui doit adresser des vraies préoccupations. Et c'est pas parce qu'on est de gauche, on peut être de gauche sans avoir des idées de gauche. Ce que je veux dire, donc, c'est... Là, il y a une incohérence. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Si vous êtes de gauche, on a vu ici des gens qui sont vraiment de gauche, eux qui avaient des propos d'extrême droite. Qui ça? Ça, c'est pas normal. Donc, il y a une incohérence. Il y a une incohérence. Ben voilà. Donc, on ne peut pas dire, comme ils sont de gauche, c'est le projet que les gens, les uns et les autres vont proposer en rapport avec les préoccupations des populations qui vont faire la différence. C'est pas l'idéologie, c'est ce que je veux dire. Le problème sont les individus, pas la gauche. Super qu'on revienne. D'abord, pour ajouter à la réponse d'Arnaud par rapport aux préoccupations d'Aristide, je vais dire,
un parti politique doit se prononcer au quotidien sur la vie des Ivoiriens, en fonction de son idéologie et en fonction de son ambition politique. Avoir l'ambition de... On prépare justement les élections sur le programme qui se nourrit lui-même de ce qu'on vit au quotidien. Et au quotidien, il y a une différence. Heureusement qu'Ambroise n'a pas osé le dire très fort, il a parlé de surannée, on n'a pas d'idéologie. Il ne faut plus le dire. Parce que l'idéologie, c'est nécessaire, c'est indispensable. Voilà pourquoi on fait ça. En Côte d'Ivoire, dans le débat politique. Je viens en Côte d'Ivoire. Regardez l'expression spéciale Houphouët-Boigny. Je suis de droite, il reconnaît de droite, ouverture, on peut rapatrier les capitaux à l'extérieur, on favorise l'entrepreneuriat, mais comme on le dit, il y a des réalités. Moi, par exemple, je suis un homme de droite, mais pour subventionner des paysans ivoiriens, c'est qu'il y a une mesure contraire au libéralisme que je soutiens tous les jours. Je ne peux pas laisser mes paysans dans la réalité contre des multinationales. Donc, effectivement, il faut avoir d'abord un ancrage idéologique. Absolument. Je suis de droite, je suis de gauche, comme il a dit, mais le ramener à sa réalité. C'est pas parce que je suis de droite que je vais vouloir agir en laissant mes paysans face à des multinationales. Voilà, donc faut que... C'est pour ça, j'aime bien cette parole de Houphouët-Boigny. Je suis un homme de droite, mais je vais pratiquer, par rapport à son contexte national, un socialisme des plus hardis. Voilà pourquoi il va sur des sociétés d'État qui sont contraires à sa doctrine libérale. D'accord. Il faut pas de droite. Non, si, c'est un homme de droite. Il faut pas de droite. On peut faire le débat. Non, s'il vous plaît, monsieur. Pour terminer, deuxième chose que je voulais dire, en peignant un peu de façon idyllique à Finguessan dans les négociations avec l'opposition, qu'est-ce qui se passe? À Finguessan, les autres partis de l'opposition, c'est toujours comme ça qu'on partait dans des débats pour avoir une candidature unique. Souvenez-vous, en 2011 ou 2012, Henri Konan Bédié a dit, c'était le vrai RHDP, hein, où j'étais tout, il a dit on va aller en rang dispersé mais pas opposé. Parce que justement, établir des listes communes, RHDP à l'époque, aux premières élections qui ont suivi après les présidentielles, il n'y avait même pas de parti d'opposition, était difficile. Parce que quand vous partez dans des négociations, il faut lâcher des bases, etc., etc. Les autres partis d'opposition, les deux poids lourds, ont estimé que les petits partis de l'opposition voulaient plus gros. C'était plus gros que ce qu'ils méritaient. Finguessan voulait des postes à Abidjan, il voulait une bonne dizaine de députés. Les autres ont dit, attention, on veut bien partager avec toi, mais pas plus gros que ce que tu es. Et quand il est parti, on a vu son vrai poste, c'était 2 députés. 2 députés, ça a été bien gentil. Je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. On a M. Yaya qui nous appelle de Bondoukou. Est-ce que vous êtes là, M. Yaya? Bonsoir. D'accord. Apparemment, il nous a laissé. Guillaume, rapidement. Oui, pour réagir rapidement à ce que Arthur... D'abord, les faits ne sont pas passés comme il le dit. Voilà. Il parle de prétention idyllique, mais ce n'est pas exact. Et puis ensuite, quel est l'objectif de l'opposition? C'est d'aller uni aux élections pour faire un contrepoids à l'Assemblée nationale ou de se mesurer en interne. Mais ça, c'est pas le débat. Dans tous les cas, les élections de 2021 sont derrière nous. Il y a les élections... Non, 2021, pas les législatives. Voilà. Il y a les régionales qui arrivent en 2023. Une bonne occasion. Il y aura une révision des cartes au niveau des alliances. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en face au président Afi, ils ont démontré suffisamment leur capacité de négociation. On verra quelles seront les alliances qui seront en face en 2023. Et en 2023, on fera le bilan des résultats que les uns et les autres auront. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile d'induire une démarche au départ et après venir dire oui, tu ne pèses pas ce qui se passe là. Mais ce n'est pas un problème. Ça, c'est déjà derrière nous. Concentrons-nous sur l'avenir. 2023 arrive et on aura l'occasion de voir si Finguessan ne pèse rien ou si c'est Arthur Banga qui pèse. Monsieur, au lendemain de la création du nouveau parti politique dont il est le président désormais, Laurent Gbagbo a accordé une interview à nos confrères de France 24 dans laquelle il s'est prononcé notamment sur le panafricanisme, ce qui remet au goût du jour le débat justement sur les chances du panafricanisme en 2021. Comment vous réagissez, Arthur Banga? Moi, je suis toujours très, très intéressant quand on revient à de l'idéologique, hein, quand on revient à ces notions de base qui ramènent à la fois à l'histoire et à la profondeur des idées sur le panafricanisme. En fait, faut bien comprendre, le panafricanisme, il naît avec une série de marqueurs qui sont liés, en fait, au-delà même à l'esclavage. Le panafricanisme, il naît à partir du 19e, 20e siècle de la lutte contre l'esclavage et du fait qu'il y avait beaucoup de théories racistes qui s'appuyaient sur le fait que les Noirs étaient des races inférieures, etc., etc. Donc la réaction autour
comme on a vu pour le sionisme, elle a donné naissance au panafricanisme. Mais pas que, avec tout un mouvement artistique autour, le blues, le rastafarisme, qui sont des choses intéressantes qui ramènent au niveau de cette unité, mais unité des Noirs et en fait révaloriser la race noire. Après, quand les mouvements indépendantistes ou anti-colonialistes naissent, le principe d'une unité africaine, il est acquis. D'ailleurs, le RDA est le plus grand parti africain, Rassemblement démocratique africain, sauf qu'il va y avoir, et pour revenir à l'idéologie, je dis qu'il faut être totalement à droite. Voilà pourquoi quand on parle des Africains, on aime être panafricaniste sur la gauche et les autres sur la droite. Parce que l'idée sera quoi? On est tous d'accord qu'on doit s'unir. D'un côté, les panafricanistes, donc Kwame Nkrumah, Sékou Touré disent OK, mais ils sont encore, et c'est logique, hein, ils sont encore dans l'émotion où marqués de cette histoire du panafricanisme, c'est une histoire de rupture, une histoire de revendication, une histoire d'affirmation de sa race. De l'autre côté, le bloc qui va se retrouver à Monrovia, au monde à créer l'OUA, qui a offert éloigner sa bande, qui disent oui, unissons-nous, mais sans rupture nécessaire. Donc, c'est ce qu'on va appeler les coopérationnistes en quelque sorte. Certains m'ont dit que tu es néocolonialiste. Bon, moi, je viens d'être taxé de vendu parce que j'étais à Montpellier, donc c'est un peu le même groupe qui va se dire attention, ils vont dire non, on peut continuer l'unité africaine, construisons-la sans forcément la rupture. Et d'ailleurs, lisez le tome 1 de Frédéric Gramessi Houphouët-Boigny, il répond magistralement l'entretien qu'Houphouët a avec Kwame Nkrumah le jour de l'inauguration du pont Houphouët-Boigny en 1957. Et là, le débat, il est vif. Et là, Houphouët est en train de voir dans les yeux qu'il perd un de ses plus beaux lieutenants, qui est Sékou Touré, mais qui est magnifié parce que Nkrumah dit. Parce que pour Nkrumah, il revient, il dit à Houphouët, oui, tu as un pont, c'est vrai, mais moi, je pense dignité, souveraineté, indépendance et tout ça. Et l'homme qui applaudit le plus dans la salle ce jour, c'est Sékou Touré, justement, alors qu'il est un agent du RDA. Et quand Houphouët répond, il prend la parole et dit, oui, ok, tu peux faire ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que au-delà de dignité, souveraineté, qui sont des mots qui reviennent beaucoup chez les panafricanistes, moi je suis pour le bien-être. Et ce bien-être, on peut l'avoir en coopérant aussi avec les autres. Et en réalisant l'unité africaine. D'ailleurs, on va faire le bilan après, qu'il y aura plus de ponts, qu'il y aura plus de choses. Donc pour terminer, c'est pour ça moi le mot que j'aime pour parler d'unité africaine, c'est intégration. Parce qu'en revenant aux panafricanistes, c'est bon en termes d'émotion, en termes d'histoire, mais il y a cette rupture qui s'oppose entre eux. Et je pense que le mot, c'est qu'il doit nous mobiliser aujourd'hui. Et là, je suis d'accord avec tous ceux qui se battent pour l'intégration africaine. C'est qu'il faut qu'on arrive à avoir un véritable continent sur une monnaie unique, sur plus de visas, sur une zone de libre-échange, sur des infrastructures, sur des programmes de bourse comme celui qu'on a défendu à Montpellier qui va permettre à des Africains de se retrouver dans n'importe quel pays pour pouvoir mener. Donc, voici un peu la différence idéologique entre ces deux organisations. D'accord. Alors, docteur Nyaka Lagoke, vous êtes enseignant spécialiste du panafricanisme. Vous êtes avec nous en duplex depuis les États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Djerasouba, pour le privilège, pour l'opportunité et pour le travail extraordinaire que vous faites. Merci beaucoup. Alors, vous venez d'entendre Arthur Banga qui nous a fait un peu le rappel de l'exégèse du panafricanisme. Aujourd'hui, on a un nouveau parti en Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains, qui évidemment va porter le manteau du panafricanisme. Quelles sont les chances de cette idéologie aujourd'hui en 2021 ? Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas combien de minutes j'ai. Allez-y, allez-y. Je vais essayer de répondre. Bon, j'ai entendu Arthur Banga par rapport au fait qu'il dit qu'il préfère le mot intégration au mot panafricanisme. Mais ce qu'il faut savoir, comme c'est une opportunité, on va essayer d'éclairer les uns et les autres. Bien sûr. Le mot panafricanisme, le mot a été inventé ou utilisé pour la première fois à la conférence de Londres par Henry Sylvester Williams de Trinidad. Et puis, W.B. Du Bois, lui avait employé le mot panégrisme en 1898 dans un document intitulé La conservation des races. Et donc, c'est un mouvement qui met l'accent sur un idéal d'unité, de nationalisme, de justice et d'indépendance face à une série de systèmes d'oppression mis sur pied par les Occidentaux depuis l'esclavage, la colonisation, l'apartheid et le néocolonialisme.
Avant le panafricanisme, il y avait 3 mouvements qui ont conduit au panafricanisme. Le panégrisme dont je viens de parler, l'éthiopianisme qui était un mouvement culturel et politique, et donc qui s'appuie sur la nécessité de bâtir des églises indépendantes, et naturellement donc, le Back to Africa Movement depuis le 18e et le 19e siècle. Et donc rapidement, Dubois organise des congrès, les congrès en fait, dans les années 20. Marcus Garvey a organisé les conventions dans les années 20. Et puis, naturellement, Kwame Nkrumah, qui était au congrès de Manchester en 1945, avec George Padmore, quand il devient le premier ministre du Ghana en 1957, quand le Ghana devient indépendant, le mouvement panafricaniste qui a été théorisé par Dubois, qui a été popularisé par Garvey, auquel a donné un nom Henry Sylvester Williams, devient donc un mouvement qui touche l'État en Afrique. Et donc, avec la création de l'OIA, le mouvement devient donc un mouvement qui est popularisé sur le plan du continent. Maintenant, quand on entend Arthur et bien d'autres qui parlent ainsi, c'est parce que les gens veulent oublier que la lutte contre l'esclavage, la lutte contre la colonisation, la lutte contre l'apartheid, toutes ces luttes-là ont été faites dans le cadre du panafricanisme. Donc, le panafricanisme a eu ses moments de gloire. Et donc, c'est à un moment donné, quand il y a eu la liquidation politique et puis physique des leaders panafricanistes dans les années 60, donc Kwame Nkrumah qui a été renversé le 24 février 1966, et puis donc on a vu que le mouvement panafricaniste est rentré en hibernation pour rebondir avec le Free Nelson Mandela Movement et pour rebondir avec des leaders comme Thomas Sankara au Burkina, et avec des leaders comme Rawlings au Ghana, et bien plus tard avec des leaders comme Kadhafi. Et donc, voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que le mouvement panafricaniste peut avoir des chances de réussir au XXIe siècle? Bien sûr. Les gens, à un moment donné, ont pensé que c'est un mouvement qui allait disparaître. Il est de retour. Moi, je suis aux États-Unis. Quand on lançait le Forum pour le réveil du panafricanisme en 2007, des amis ont estimé que nous étions des rêveurs. Et puis aujourd'hui, avec le travail que nous avons fait et que d'autres personnes ont fait à travers le monde entier, avec les mouvements de masse qui ont entraîné le départ de Wade, qui ont entraîné le départ de Blaise Compaoré, qui ont entraîné le départ de IPK avec les mobilisations contre les bases militaires, la question de la justice économique avec Malema, la lutte contre le franc CFA, le mouvement panafricain est de retour avec la mobilisation des Africains qui ont voulu que Laurent Gbagbo sorte de la CPI, même si Gbagbo lui-même n'avait pas suffisamment défendu l'idéal panafricain quand il était au pouvoir. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est le temps du panafricanisme, et c'est pour cela que mes amis et moi, nous avons décidé de lancer un mouvement qu'on appelle la Convention pour le panafricanisme de progrès, qui défend le panafricanisme au XXIe siècle à partir de la philosophie Ubuntu. Et pour terminer, ce que j'ai dit avant et que je dis aujourd'hui, c'est que j'ai toujours pensé que la Côte d'Ivoire, qui est le microcosme des États-Unis d'Afrique, allait être le berceau du panafricanisme au XXIe siècle. Et donc, je suis donc content que Gbagbo Laurent, qui n'avait pas défendu l'idéal comme il se devait, crée un parti panafricain tirant les leçons de la solidarité africaine qui a conduit à sa libération. Arthur Manga. Oui, rapidement. Je l'ai dit quand j'expliquais que ça vient d'un mouvement antirracial. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que limiter la lutte de l'indépendance au panafricanisme, c'est par exemple nier la lutte du RDA, qui est un parti qui ne s'est pas lié panafricaniste, mais qui a conduit l'indépendance de façon redoutable, avec des souffrances. N'oublions pas, par exemple, que la répression de Péchou en 1950 a donné pas moins de 50 morts aux militants du PDC-RDA. Donc, et deuxième chose qui est assez intéressante, c'est dans la lutte contre l'apartheid. On voit bien la différence que je dis entre le mouvement panafricaniste et le mouvement coopérationniste. Pour preuve, Houphouët-Boigny, il ne rompt pas le dialogue avec le régime de l'apartheid. C'est le seul d'ailleurs, un ou deux, qui le conserve. Parce que dans son attitude, dans sa conception, lui, il enlève cette question de racial dans le débat. Et troisième point qui est intéressant, je suis très content qu'il le dise. Houphouët-Boigny, qui n'est pas panafricaniste, a réalisé le plus grand panafricanisme en Côte d'Ivoire. Il a dit lui-même, l'auteur, que c'est le microsome par définition du panafricanisme. Parce que dans aucun pays, ni au Ghana, ni en Guinée, ni au Burkina Faso, on a eu autant
d'Africains et je suis content de voir aujourd'hui mon ami Aristide sur ce plateau. Donc l'unité africaine n'est pas l'apanage des panafricanistes. Elle doit tous nous mobiliser sur des questions où je suis tout à fait d'accord avec lui, de justice, d'intégration monétaire, de suppression des visas. C'est quand même fou qu'aujourd'hui, pour le Cameroun, je fasse un visa. Voilà, sur la question de la monnaie, on est tous d'accord. Je pense qu'il vaut mieux qu'on retienne ce qui nous unit, c'est-à-dire l'intégration de l'Afrique, que quelques débats. On vous a bien compris, oui, moi je pense, bon, Nyakala Goké, que je salue au passage, que j'ai trouvé à la voir à l'époque avant qu'il ne parte au jour et après aux États-Unis. La question qu'on pose, et je crois qu'il nous répond. Il nous répond. Aujourd'hui, ceux qui parlent de panafricanisme aujourd'hui, ils n'ont pas défendu hier quand ils étaient au pouvoir. C'est clair. C'est pour ça que certains comme nous pensent que c'est par pur opportunisme qu'ils le font. Mais bon, il le dit qu'ils tirent cela de la solidarité africaine dont ils ont été l'objet. Moi, je veux bien le considérer. Mais je pense aujourd'hui, et là où je suis d'accord un peu avec Arthur, c'est que l'intégration doit être notre principal objectif. Parce que même Lanaka a dit, dans les années 60, la liquidation de ces leaders panafricanistes, c'est un peu aussi leur échec. C'est un peu aussi leur échec. Parce qu'ils n'ont pas réussi à répondre aux attentes des populations qui leur ont fait confiance aux indépendances. Et sur la question, j'ai dit, pour le cas ivoirien, personnellement, on revient au panafricanisme aujourd'hui, là où il faut l'abandonner dans les années 50. C'est-à-dire là où il faut faire le choix de la coopération avec la France pour créer la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Là où il a abandonné le combat après justement les répressions de début des années 50, c'est là qu'on veut reprendre ce combat, qu'on veut nous ramener aujourd'hui en 2021. Je pense qu'il y a vraiment un problème. On a des problèmes avec lesquels nous devons discuter avec notre ancienne puissance colonisatrice. Mais je pense par exemple la question des bases militaires. Mais je dis aujourd'hui la question des bases militaires doit être observée différemment. Avec le terrorisme, est-ce que la présence d'une base militaire française en Côte d'Ivoire n'est pas un avantage? Moi, je pose la question à haute voix. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites aux Français partez et que demain les terroristes vous attaquent, vous allez leur dire de revenir. Donc, il y a des questions où nous devons être pragmatiques. C'est vrai qu'à un moment donné, l'ingérence des forces militaires étrangères dans le processus démocratique était une question, mais la question du terrorisme aujourd'hui doit nous amener à avoir un autre regard sur notre collaboration avec le monde. Et je pense que le panafricain du XXIe siècle, j'ai bien aimé l'intervenant tchadien au congrès du PPAC qui a dit le panafricain du XXe siècle, c'est le panafricain qui prend du leadership de Gbagbo, qui prend du leadership de Ouattara, qui prend du leadership de Bédié, pour construire un leadership... Bien terminé. Qui prend le leadership de Bédié et qui prend un peu de tout pour un nouveau modèle. D'accord. Oui, je voulais aussi saluer le grand frère Nyakala Goké, que j'ai connu à l'époque, Néné, quand il était au Journal Le Jour. Moi, je ne l'ai pas connu quand il était à La Voix. Vraiment, je voulais le saluer. J'avoue que même dans l'intonation de sa voix, tout a changé. C'est très anglophone en ce moment. Alors, ce que je voulais dire, je ne vais pas être très long, c'est qu'on a eu le sentiment, et c'est là où j'interpelle le grand frère Nyakala Goké, pour dire que, visiblement, ils sont des leaders, mais qui n'ont pas pu tenir tous les panafricanistes, parce qu'on a vu comment il y a eu un dérapage. Vous voyez, dans le mouvement sioniste, ils ont pu former leurs gens, parce que justement, on a le sentiment que le panafricanisme est devenu un fonds de commerce pour certains, et que, visiblement, il y a un son discordant entre eux, parce que quand vous voyez certaines chaînes de télévision qui disent qu'ils sont panafricanistes, ils développent des thèses tellement xénophobes, racistes, ils développent des sujets clivants, alors que quand on écoute le prof, on se rend compte que c'est quelque chose d'utilitaire, c'est un outil. Mais la question que je lui pose, c'est comment fait-on pour donc maintenir les troupes panafricanistes à travers le monde pour qu'il n'y ait pas de dérapage? Parce que pour certains, c'est devenu un fonds de commerce. Réponse, Nyakala Goké, allez-y. Ok. Bon, en tout cas, en fait, je voudrais vous remercier encore parce que, non, c'est pas parce que vous me donnez l'opportunité de parler du panafricanisme, mais parce que vous avez ouvert le débat en Côte d'Ivoire et le débat doit avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et vous êtes un pionnier de commencer à faire ce débat. Ce que je voudrais dire aux amis, bon, comme je les remercie, ceux qui m'ont salué, c'est pas, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui veuillent dissocier l'intégration du panafricanisme. Donc c'est une erreur. Je vais expliquer pourquoi.
le panafricanisme a une dimension, multiple. Et la dimension politique, la dimension économique, la dimension culturelle, la dimension éducationnelle, la dimension à tous les niveaux. Donc les leaders panafricains ont réfléchi à beaucoup de choses. Ce que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, mes amis et moi, on parle de la philosophie Ubuntu, qui était un concept philosophique endogène à l'Afrique et qui se dissocie du capitalisme ou du socialisme. Ça, c'est le premier élément. Donc la question de l'intégration politique et économique de l'Afrique, avec la CEDEAO, la SADC, toutes ces institutions qui ont été mises sur pied, cela s'est fait dans un contexte panafricain. C'est après la création de l'OUA, même si ce projet a été soutenu et entretenu par les structures économiques des Nations Unies, mais c'est dans un contexte panafricain que l'idée de l'intégration économique de l'Afrique a eu lieu, ce débat. Donc c'est ce que je voulais dire. Troisième élément, quand on parle du panafricanisme, et je l'ai dit, c'est vrai que, comme je n'ai pas voulu être long, mais j'ai dit que la Côte d'Ivoire est le microcosme des États-Unis d'Afrique. Oui, on doit cela à Félix Houphouët-Boigny, le premier élément. Le deuxième élément, on le doit à Houphouët-Boigny, qui a contribué à créer le Rassemblement démocratique africain. C'était le premier plus grand parti panafricain sur le continent africain. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, quand Houphouët-Boigny se désempara du Parti communiste, qu'il contribue à faire voter la loi cadre en 1956, Houphouët-Boigny donc contribue donc à la dislocation sous l'injonction des Occidentaux, des fédérations coloniales, l'AOF et l'AEF. C'est pour cela que dans la sous-région, à un moment donné, on a accusé la Côte d'Ivoire ou sous Houphouët-Boigny d'avoir contribué à la balkanisation de l'Afrique. C'est un débat qui existe. Si on s'en va lire, c'est des choses qu'on doit savoir. Maintenant, quand Gbagbo Laurent crée comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir sur lui, le fait que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a eu Houphouët, il y a eu le RDA, et il y a eu la possibilité d'un melting pot dans notre pays, où en Côte d'Ivoire, sur 3 familles, il y a au moins 2 familles où on trouve quelqu'un qui vient d'une ethnie d'un pays étranger. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de la guerre Gbagbo, Alassane et Bédié, il faudrait que les générations que nous sommes, que nous représentons, on doit réfléchir pour voir comment est-ce qu'on doit réduire nos dissensions afin que notre pays-là, on puisse proposer une certaine forme d'espérance promise à l'humanité. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et donc, que Gbagbo Laurent utilise ça de façon opportuniste, je ne suis pas dans son cœur. Je constate que cela a été bien accueilli dans certains sectes. Et chez nous, il met la lumière sur un combat que moi, je mène aux États-Unis depuis au moins 20 ans. Et puis, Dieu faisant les choses, il a conduit mes pas à Lincoln University. C'est l'université où Kwame Nkrumah a été à l'école. C'est là-bas qu'il a enseigné. Où Azikiwe a été. Donc, je suis en train de me renseigner, de m'éduquer. Et donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas nous mettre dans le groupe de ceux qui font cela aujourd'hui, alors que nous travaillons sur le panafricanisme depuis des décennies. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, le dernier mot à mes amis, il est temps que chacun de nous aille lire, s'éduquer, parce que la question fondamentale du panafricanisme, là, il y a un besoin de liberté. Aujourd'hui, ceux qui soutiennent Alassane Dramane Ouattara peuvent dire tout ce qu'ils veulent. L'essentiel de notre économie, là, ce n'est pas dans les mains des Ivoiriens. Ce sont les multinationales. Et c'est normal qu'on aspire à la liberté, et c'est normal qu'on arrive à contrôler nos ressources. C'est de ça que Kwame Nkrumah a parlé. Donc c'est important qu'on ait ça en idée, au lieu de penser qu'il faut faire de la coopération, il faut faire de l'intégration. Je pense qu'il faut transcender ce débat pour penser aux intérêts vitaux de la nation ivoirienne et aux intérêts vitaux de la nation africaine. D'accord. Merci. Arnaud Goï. Oui. Déjà, je trouve pas très intéressant que le débat sur l'opportunité du panafricanisme aujourd'hui soit associé à la création d'un nouveau parti. On l'a compris, le panafricanisme est né il y a bien longtemps et le panafricanisme... Mais c'est la création du nouveau parti qui ça remet au goût du jour le débat, mais je voudrais quand même qu'on arrive à dissocier un concept qui existe depuis assez longtemps d'un parti politique qui est complètement naissant.
Deuxièmement, je trouve également déplacé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans une partie de l'opinion publique, qu'on traite les thèses panafricanistes de populistes. Très souvent, on associe le populisme au panafricanisme, alors que nos États africains gagneraient à être unis. Dans la géopolitique mondiale actuelle, il serait difficile pour nos États de s'imposer de façon isolement. Également, quand on regarde les questions sécuritaires, quand on regarde les questions économiques, elles impliquent une mutualisation des forces. Qu'elles prennent pour le moment la forme d'intégration avec des organisations CEMAC, CEDEAO, etc., ou qu'elle aille beaucoup plus loin avec, par exemple, la monnaie éco de la CEDEAO et non pas l'éco d'Abidjan qui finalement a travesti l'éco de la CEDEAO. Donc moi je pense que les peuples doivent s'approprier ces différentes questions-là qui relèvent du panafricanisme, qu'elles soient à la fois économiques, politiques, etc. Quand on regarde, pour finir, quand on regarde le Brexit en Grande-Bretagne, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas le Parlement. Ce n'est pas le Parlement. Le Premier ministre, c'est un référendum. C'est quand même un Premier ministre qui a proposé. Le Premier ministre a dû démissionner. S'il vous plaît. Le Premier ministre... C'est quand même un gouvernement qui a proposé. Attention. Le Premier ministre d'alors a dû démissionner parce qu'il était pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Une fois que le référendum... S'il vous plaît, monsieur. Une fois que le référendum est passé et que les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, il a dû démissionner. Simplement pour dire que cette question d'intégration, cette question d'appartenance à l'Union européenne n'a pas été l'apanage des savants, des économistes, des trucs, ça concerne peut-être, mais au final, ceux qui ont décidé, c'est le peuple britannique. Ce serait bien également que pour les questions telles que le CFA, la coopération, etc., que nos populations puissent être associées. D'accord, c'est pas le même niveau d'éducation et d'instruction aussi. Ambroise, s'il vous plaît. Il est là, vous allez lui répondre. Par rapport au panafricanisme, moi j'ai un problème. Quand c'est le président Laurent Gbagbo qui veut aujourd'hui se montrer comme un panafricaniste, on sait bien comment il a dirigé ce pays. On sait bien comment ceux qui aujourd'hui sont ses partisans, qui hier n'aimaient pas les étrangers, on a tous vu ça ici, c'est pas un secret. Et puis je suis bien content aussi qu'il ait trouvé son chemin de Damas à La Haye, où il y a quelqu'un qui l'a relevé, et que c'est parce que c'est comme un retour d'affection des Africains qui l'ont supporté pendant sa traversée du désert, pendant son séjour carcéral, qu'il aujourd'hui endosse le manteau de l'africanisme et du panafricanisme. C'est comme une aberration quand même dans sa bouche. Voilà pourquoi les gens ne se privent pas de parler de populisme. Parce que quand le 17 octobre dernier, quand il parle du panafricanisme, mais il ne décline rien, il ne met rien dedans. Hein? Il dit simplement qu'il parle de panafricanisme, mais qu'est-ce qu'il met dedans? On ne peut pas déterminer l'avenir du panafricanisme. Je pense que ça, c'est quand même un gros débat. Moi, je viens... Pourquoi c'est un faux débat? S'il vous plaît, monsieur. Il ne décline rien. Je dis c'est un autre débat. Parce que alors, Ambroise Thiétier estime qu'il n'a pas décliné sa vision panafricaniste. Et vous voulez réagir, allez-y. Oui, je vais réagir. Je peux réagir. Je vais réagir sur ce qu'il dit. D'accord. Quand il fait, c'est de l'affichage. Il fait de l'affichage. Il dit quelque chose qui me paraît très gros, c'est quand il dit ceux qui n'aimaient pas les étrangers ou quoi. Je pense que on parle avec beaucoup. On ne peut pas occulter ça. Il faut occulter ça. Terminé, je lui donne la parole. Vous ne pouvez pas parler ensemble. On parle avec beaucoup de facilité. On est tous contemporains. Laissez-le terminer. Voilà, de la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, on sait bien comment ça s'est passé. Quand la rébellion a été déclenchée, mais à qui on faisait la guerre? À ceux qui étaient supposés être des étrangers ou ceux qui en avaient l'apparence. Voilà, ça a été une vraie curée. On l'a tous vécu ici. Mais ça venait principalement des partisans de M. Laurent Gbagbo. Okay. Voilà, ça venait des partisans, notamment des jeunes patriotes. Notamment des jeunes patriotes. Ça, c'est une histoire qu'on connaît tous. Il ne va pas occulter ça. Ambroise, vous avez fini? Voilà. Anissé? Alors, c'est très intéressant parce que je trouve que... Alors, monsieur pense que la rébellion, c'était des enfants de cœur et qu'il faut plutôt parler de ceux qui réagissaient en face, qu'ils aient eu quelques dérives, que ce soit. Mais que la rébellion, c'était des enfants de cœur. La rébellion, c'était pas des enfants de cœur. La rébellion, c'était des gens qui... Pour chasser les étrangers, pourquoi? Monsieur. Monsieur, vous n'avez pas parlé ensemble. Je vous ai écouté, vous pouvez m'écouter. Anissé, allez-y. La rébellion, c'était pas des enfants de cœur. La rébellion, c'était un mouvement armé
qui est rentré en Côte d'Ivoire et qui a tué des gens. On est bien d'accord sur ça? Que des gens sont rentrés, ils ont tué des gens. Alors, vous me dites que Laurent Gbagbo, ses partisans, ok, je vous le concède. Mais Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit qu'il a supprimé la carte de séjour. Il dit, quand il était au pouvoir, il est le président qui a le plus signé des demandes de naturalisation d'étrangers. Ça, ce sont des faits concrets. Moi aussi, je parle des faits. S'il vous plaît. Vous me permettez, après, que vous ayez des faits, parce que vous avez parlé, mais c'était que la spéculation, il n'y a pas eu des faits concrets. Vous ne me parlez pas des faits. S'il vous plaît, Ambroise, attention. Ils sont pris aux étrangers. Vous me donnez des faits concrets où ça a été documenté, à quel moment? Qu'est-ce qui a été dit dans ces documents? Et comment ça s'est passé? Non, vous n'en trouverez pas. Parce que, bien entendu, ça fait partie aussi de la campagne politique de diabolisation des X ou des Y, de diabolisation du pouvoir. Parce qu'on était dans un combat militaro-politique. N'oubliez pas qu'à partir de 2002, la Côte d'Ivoire était en guerre. D'accord. Et que dans une guerre... Vous aviez compris, messieurs. Oui. Allez, messieurs, quand on fait un débat, vous ne pouvez pas prendre la parole tous à la fois. Ce n'est pas possible. Rendez la tâche aussi facile. Vous ne pouvez pas faire ça. Laissez-moi distribuer la parole. Guillaume Bateau, allez-y rapidement. Vous avez 30 secondes chacun. Oui, Arnaud a dit beaucoup de choses concernant le rôle des populations. Bon, j'ai voulu réussir l'affaire du Brexit. Mais le Brexit, même si le Cameroun a démissionné, mais c'est lui qui a proposé le référendum. Et aujourd'hui, sur cette question, moi j'aurais bien aimé que nos leaders ivoiriens prennent des positions claires et soumettent la question de la monnaie. Mais il appartient au gouvernement ivoirien ou au gouvernement de la CEDEAO de la soumettre aux populations pour qu'elles se prononcent. Les populations ne peuvent pas s'auto-saisir de ces questions. Donc, ne dis pas que oui, il faut que le peuple... Il faut du courage. Moi, je dis, en écho pour terminer sur ce qu'a dit Nyaka Lagoké, le problème qui se pose aujourd'hui aux Africains, de mon point de vue, c'est la capacité des Africains eux-mêmes à s'adapter au monde. D'accord. Et nos leaders à être courageux. Arthur a parlé des visas. Est-ce qu'on a besoin d'invoquer Marcus Garvey pour supprimer les visas entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Je dis non. Nos leaders africains ne prennent pas suffisamment de responsabilités et on veut nous ramener au combat qui a eu lieu au début du XXe siècle. On vous a bien compris. Aristide? Oui, là où je ne suis pas d'accord avec Nyaka Lagoké, lorsqu'il dit que même si on soutient le président Ouattara, on rapatrie les capitaux, et ainsi de suite. Mais si c'est ça le panafricanisme, moi je ne serais pas dans ce panafricanisme. Voilà. Donc il faut qu'on arrête. Le sionisme a marché parce que les Juifs se sont organisés, ils ont travaillé, ils ont envoyé les enfants se former. Ouais. Si ce n'est que pour le bavardage, parler panafricanisme, aller ouvrir les chaînes de télévision, insulter les chefs d'État, insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ouais. Si c'est ce panafricanisme-là, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Tu vas saluer avec déférence. Je vais d'abord dire, me réjouir qu'aujourd'hui, parce que c'est très rare des panafricanistes qui reconnaissent à Houphouët-Boigny des valeurs panafricanistes, puisqu'ils ont... Et aujourd'hui, il a dit, mais sur le débat de l'AOF, non, ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Il y a deux leaders qui se sont opposés. Senghor, qui était partisan de la fédération, et Houphouët-Boigny, qui était partisan des États indépendants. Houphouët s'est opposé pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il estimait que cette fédération allait trop bénéficier au Sénégal, qui déjà abritait le siège de l'AOF, qui se comportait déjà en État national, alors que la Côte d'Ivoire était déjà la colonie qui payait le plus d'impôts. Voilà. Deuxième chose, il estimait que au niveau, les nations étaient encore trop faibles, il y avait trop d'ethnies, trop de communautarisme pour pousser vers ça. Voilà pourquoi il va rassembler autour de lui ces gars du Conseil de l'Entente, donc Burkina, Togo, Bénin, pour contrer Niger, pour contrer... ça n'a rien à voir avec le débat autour du panafricanisme. Dernière chose que je voulais dire, en fait, c'est là que je rejoins mon ami Aristide. Personne ne fait du panafricanisme populiste, mais c'est eux-mêmes qui se rendent populistes. Parce que chez les panafricanistes, une fois que tu dis « allons discuter à Montpellier », tu es vendu. Une fois que tu dis réfléchissons à ça. Donc c'est eux-mêmes qui posent les problèmes. Dernière question, sur l'écho. Sur l'écho d'Abidjan par rapport à... Il a parlé de l'écho d'Abidjan par rapport à l'écho de Nigeria. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sur le CFA, toute la direction du CFA est africaine aujourd'hui. Toutes les réserves qui étaient dans le trésor français ont été rapatriées dans les banques. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Macron nous a dit ça la dernière fois. Non, je termine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les pays d'Afrique, de l'UEMOA, ont une crainte par rapport à l'économie nigériane. D'autres craintes. Par rapport à la taille de l'économie nigériane, qui elle seule fait près de 2/3 de l'économie si on se met ensemble. Et donc, vous voyez, ils seront un peu... absorbés. Non seulement absorbés, mais liés aux fluctuations de l'économie du Nigeria.
Alors que le Nigeria ne veut pas de mécanisme de stabilité qui soit venu de l'extérieur. Donc c'est un premier point de débat. Deuxième chose, la structure de l'économie du Nigeria, qui est une économie à 2/3, voire 3/4 pétrole. Et donc, quand on s'arrive à cette économie-là, notre monnaie à cette économie, on met un peu notre monnaie sous le rythme du pétrole. Et donc, la réflexion se fait. Après, c'est les spécialistes. Samer Ami a fait, il y a 3 semaines, un magnifique billet dans Jeune Afrique où il a dit qu'on pouvait sortir des considérations classiques. Si on a peur de l'écho d'Abidjan par rapport à l'écho de Tuc, c'est sur ces 2 positions, recherchons ensemble des solutions. Malheureusement. Arnaud Goï, 30 secondes. Oui, très rapidement. Si des personnes panafricaines sont incisives vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de la relation qu'il y a avec la France, c'est notamment à cause de l'histoire. Quand on regarde non seulement l'histoire coloniale, mais l'histoire récente même, on se rend compte que beaucoup d'initiatives africaines, beaucoup d'initiatives africaines ont un tout petit peu été sabotées par, non pas la France en tant qu'individu, mais la France en tant qu'acteur politique. Donc il est clair que nécessairement les positions se durcissent. Et quand vous prenez les panafricanistes, il y a certains qui sont beaucoup plus mous, d'autres sont beaucoup plus durs. Et on va pas dicter à des personnes comment faire leur combat. En revanche, pour ce qui est de l'écho, il y a très clairement 2 échos. Il y a l'écho de la CEDEAO, qui est un projet depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Non, s'il vous plaît, on va faire le débat de l'écho ici. C'est pas l'objet du débat du soir. Non, tout à fait. Je finis très rapidement. Oui, très rapidement. Ce que je voulais dire, c'est que l'écho était un projet extrêmement important et qui était un projet panafricaniste. On est d'accord, mais on se rend compte que au moment de la mise en œuvre, ça a été relativement précipité. Certes, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des difficultés. On fera le débat sur l'écho, je vous le promets, je vous inviterai sur ce plateau pour en parler. Annie Cézran. Alors, merci. Je pense que, je l'ai dit, je rejoins toujours la position de Joseph Kizabo qui dit que l'indépendance de l'Afrique ne sera pas d'africaine ou ne le sera. D'accord. C'est clair. Il le dit parce que... On n'a pas peut-être grand-chose. C'est vous. On peut penser ce qu'on peut penser, mais il a fait œuvre utile. Je pense que si vous lisez À quand l'Afrique, Kizabo, c'est comme un testament. C'était quelque temps avant sa mort. En 2003, il a publié À quand l'Afrique. Il le dit clairement et dedans, et c'est très intéressant. En fait, on parle du panafricanisme, mais c'est parce que nous avons des intérêts, bien entendu, il y a un choc des intérêts. Arthur a parlé du RDA, du grand panafricanisme, mais n'oublions pas la question du Biafra. Pourquoi la Côte d'Ivoire de l'époque est impliquée dans la question du Biafra? Parce que, bien entendu, la Côte d'Ivoire doit gérer ses intérêts. Et donc, tant que nous ne sommes pas arrivés à concilier les intérêts, par exemple, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso et autres, tout ce qu'on fait comme débat sur le panafricanisme, tout ce qu'on fait comme idéologie sur le panafricanisme, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens, c'est tout. Mais concrètement, on ne peut pas passer à l'action. On ne peut pas passer à l'action pour la simple raison que nos économies, c'est la base. On se bat. Les questions, les conflits dans le monde, tout ça, on peut base d'économie. Nos économies ne sont pas harmonisées et ne vont pas dans la même direction. À partir du moment où nos économies ne sont pas harmonisées, ne vont pas dans la même direction, il est bien évident que les États d'Afrique n'arrivent pas... Allez, 10 secondes. Je suis obligé de vous interrompre, de mettre un terme à cette émission. Merci à vous d'être venu ce soir. L'émission est finie, pour prendre part à cette émission. Merci à vous, Arthur Banga, Dr Annie Cézran, Arnaud Goï, Ambroise Thietier, Dr Arthur Banga, Guillaume Bato, Aristide Nkenda et Dr Nyaka Lagoke, que nous avons eu beaucoup de plaisir à écouter depuis les États-Unis. On aura d'autres occasions, Dr Nyaka, pour parler de panafricanisme. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ali, c'est fini. Comment c'est fini?